Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. On connaît l'affiche cette Coupe du Monde 2023. La Nouvelle-Zélande affrontera donc l'Afrique du Sud, puisque oui, les Springboks sont qualifiés ce samedi soir face à l'Angleterre. Une victoire étriquée, 16-15. Encore un petit point qui suffit au bonheur des Sud-Africains. Avec moi pour débriefer cette deuxième demi-finale, Yanis Guillou et Théophile. Bonsoir messieurs. Salut. Salut à tous. Voilà, donc je le disais, ce sera un peu la finale de rêve sur le papier. Avant ces demi-finales, on espérait tous, amoureux du rugby, un peu le choc de l'hémisphère sud entre les All Blacks et les Springboks. On l'aura bien avec une victoire, et Yanis sud-africain qui a mis du temps à se dessiner, qui s'est dessiné à la 78e minute avec une pénalité d'André Pollard. Ça a été dur, mais au final, on retiendra que voilà, les Springboks rejoueront une finale comme en 2019. On savait que ça allait être un match qui se jouerait pas. Ouais. Il n'y aurait pas 40 points d'écart comme hier, quoi. Mais très surpris de la prestation des Anglais. Au final, je pense qu'on l'a tous été. De la façon dont ils sont accrochés, ils font vraiment un très gros match. Sauf que contre l'Afrique du Sud, la moindre petite erreur se paie cash, et c'est ce qui s'est passé. Et l'Afrique du Sud qui l'emporte en toute fin de match sur une pénalité de Pollard. Voilà, c'est dur. Mais c'est la réalité qu'est ce sport, le rugby. Faut être réaliste, faut être sud-africain, j'ai envie de dire. Depuis 2 semaines, c'est un peu ça. Faut être sud-africain pour gagner. Et, final, ouais, un peu de rêve. C'est les 2 nations les plus prestigieuses du rugby mondial quand même. Oui. La seule fois où c'était affronté, on en a parlé, c'était en 95 avec une victoire de l'Afrique du Sud. Qui a beaucoup fait parler. Qui a beaucoup fait parler. Bon, cette fois, j'imagine que les Néo-Zélandais ne mangeront pas de pizza avant la finale. Mais donc, ouais, une finale 4 étoiles. Voilà, pour le jeu de mots. Non, mais c'est vrai que, Yanis le dit, on a été surpris par les Anglais. On a bien cru au bout d'un moment que le piège allait se refermer sur ces Sud-Africains. On ne voyait pas comment ils allaient se sortir de ce piège anglais, parce que une grande partie de la rencontre, les Anglais ont fait le match qu'il fallait pour battre ces Sud-Africains. Ouais, ils ont fait le match parfait par rapport aux conditions qui étaient celles ce soir au Stade de France. Beaucoup de pluie, hyper difficile de développer du jeu sur ce match, et ça correspondait exactement à leur plan de jeu à eux. C'est-à-dire que beaucoup de jeux au pied, ils ont été bons sous les ballons hauts, et en fait c'était la recette pour gagner contre l'Afrique du Sud. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire vraiment de mieux finalement, peut-être pas rater une chandelle à la 75e, ouais. Mais c'est vraiment peut-être le seul truc qu'il faut jeter sur ce match. Il y a eu 1 ou 2 occasions qui n'ont pas été converties quand ils ont eu une mêlée ou une touche à 5 mètres, mais sinon voilà. Et puis en fait, je pense que s'il n'y avait pas ces conditions climatiques, le match aurait pu être complètement différent. Mais là, on sait quand il pleut, quand les conditions sont difficiles, ça nivelle un petit peu les différences entre les équipes. Et donc ils ne peuvent pas avoir beaucoup de regrets. C'est ça l'avantage par rapport à l'équipe de France il y a une semaine. C'est que là, tu rentres dans le vestiaire, tu te regardes. Honnêtement, il n'y a pas un type sur lequel tu peux râler ou tu vois, donc c'est le truc qui peut te rassurer, quoi, je veux dire. Pour aller au-delà de ça, tu disais, Théophile, les Anglais nous ont un peu habitués à ce jeu de dépossession. Box kick, des possessions. On peut juger que c'est un jeu un peu ennuyant. Les deux d'ailleurs, ennuyeux et ennuyant. Mais c'est ce qui est efficace. Mais là, ils l'ont fait avec... c'était convaincant, quoi. Depuis le début de la compétition, ils l'ont fait, mais on les sentait pas sereins dans leur jeu. On sentait qu'il y avait plusieurs problèmes au niveau des rucks. On les sentait pas dedans. Et là, ils ont mis l'engagement tout simplement qu'il fallait. Et derrière, ils ont fait les gestes justes tout le temps. Là, les gestes justes, c'était surtout être sous les ballons hauts, notamment. Travailler les zones précises dans les jeux au pied et être là impériaux sur les rucks. Et ils ont réalisé ça, et ça passe si près. C'est ouf de se dire ça. Voilà. Parce qu'on a cette Angleterre-là qui passe si près d'être en finale. On a surtout l'impression à nous écouter, et c'est normal qu'après ce match, si tu regardes pas le tableau d'affichage, ce sont les Anglais qui ont gagné. Ouais. Et c'est ça qui est peut-être frustrant. Ils ont gagné pendant 78 minutes. Là, parce que nous, on a connu ça il y a une semaine. J'aimerais pas être un supporter anglais ce samedi soir, parce que quand tu y crois encore moins, parce que sur le papier, ils étaient encore moins outsiders que les Français qui étaient presque favoris face aux Springboks en quart de finale. Là, après ce match, comme tu l'as dit, Théophile, mis à part peut-être les remplaçants au poste de pilier du côté des Anglais qui n'ont pas existé face à la mêlée sud-africaine, on en reparlera en fin de match. Mais c'est vrai que là, les Anglais ont montré aussi, je voulais vous interroger, pour les All Blacks, ils disaient hier qu'ils allaient regarder la demi-finale avec du popcorn, pour paraphraser Ian Foster. Est-ce que du coup, prendre les Sud-Africains, les battre, c'est pas... On a l'impression que c'est facile.
En fait, c'est qu'en fait, non mais bien sûr, je pèse mes mots, mais les faire tomber dans le piège, c'est si tu prends pas 5 pénalités en mêlée, t'as juste à être beau sous les ballons hauts, t'as l'impression. Et c'est un peu ce qu'on a tiré comme enseignement contre la France, c'est un peu pareil. Je pense que c'est pas si simple parce qu'encore une fois, ça va dépendre des conditions météo la semaine prochaine. Parce que les Sud-Africains, ils n'ont pas été bons sur les ballons hauts ce soir, mais la semaine dernière, ils nous ont bouffé sur ce même registre. Ouais, mais alors qu'il pleuvait pas, parce que tu parles des conditions, mais je veux dire, le ballon était sec dimanche dernier, ils ont quand même fait des chandelles, et je pense que si les Français, avec le début de match qu'ils font, les prennent, c'est pas du tout le même match, on l'a toujours dit. T'as l'impression que les Sud-Africains, s'ils ont une équipe en face d'eux, qui attrape les ballons hauts comme l'a fait Freddy Stewart, ils ne savent plus rien faire à côté. Ou tu sors Manny Libok à la demi-heure de jeu et en plus André Pollard a mis 50 minutes à rentrer, 45 minutes à rentrer dans le match. Je pense que Manny Libok, s'il fait meilleur le week-end prochain, il sort pas à la 35e. Je pense qu'il va falloir s'adapter à ce que proposera l'adversaire. La Nouvelle-Zélande, on sait que ça reste quand même malgré tout une équipe joueuse parce que c'est leur ADN. Je suis pas sûr qu'ils soient capables, enfin s'ils le sont, mais je suis pas sûr qu'ils se satisferaient de se cantonner à ce jeu-là de box kick pendant 80 minutes. À un moment donné, ils vont vouloir envoyer du jeu, ils vont vouloir mettre le feu parce que c'est leur ADN et parce qu'ils savent le faire, là où les Anglais savaient peut-être pas le faire aujourd'hui ou en tout cas en ce moment. Et donc la Nouvelle-Zélande va quand même proposer quelque chose de différent. Et encore plus si, encore une fois, il pleut moins, etc. Et là, l'Afrique du Sud, ils essaieront, eux, de resserrer le jeu et de prendre la Nouvelle-Zélande devant, comme nous, on a pu le faire lors du match d'ouverture. Je pense que ce sera deux styles de jeu un peu différents. Là, c'était deux styles de jeu qui s'opposaient, mais qui étaient pratiquement les mêmes. Et là, il y aura un peu plus une opposition de style, donc ça sera peut-être plus intéressant. Je suis complètement d'accord. Les Anglais, ils avaient les armes pour rivaliser un peu devant, peut-être pas au niveau de la mêlée, du coup, même s'ils ont tenu une grande partie du match. C'est bizarre. Ils tiennent jusqu'à ce que Accenture rentre, quoi. Voilà, on peut le dire. C'est les piliers remplaçants surtout qui ont pris le dessus, les Sud-Africains, parce que les piliers titulaires, Malherbe, Kitchoff, n'ont pas surdominé, au contraire, leur vis-à-vis. Mais les Anglais, ça leur plaisait ce jeu de on se rentre dedans et ça se joue presque à l'envie, presque à la robustesse, à la technique, mais aussi à l'envie. Ouais, alors que la Nouvelle-Zélande va beaucoup plus essayer de déplacer le jeu, c'est sûr et certain. Ouais, mais alors oui, c'est dans leur style de jeu. Aujourd'hui, dans le 8 de devant néo-zélandais, le 8 de devant néo-zélandais ne peut pas rivaliser le 8 de devant Springboks comme l'a fait les Anglais. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression quand même, alors je suis peut-être méchant envers les Sud-Africains, mais qui sont vachement prévisibles. Parce qu'on dit les All Blacks ils vont plus jouer. Depuis combien de temps on dit ça, ça fait plusieurs années qu'on dit ça. Oui, mais ce que je veux dire c'est que là t'es les All Blacks, qu'est-ce que tu dis tu sais que tu vas te faire arroser sous les ballons. Tu dis prévisible, alors tu sais pas. Déjà, est-ce que tu as des certitudes sur la composition d'équipe des Springboks pour la finale? Moi je pense qu'ils peuvent tout changer. Oui, mais du coup ils seront pour moi, ils seront encore plus prévisibles s'ils mettent Pollard et De Klerk dès la finale. Hein. On comprendra vite ce qu'ils vont faire. Tu vois, typiquement, Manny Libok a les deux casquettes, c'est-à-dire il a montré contre la France qu'il pouvait envoyer des chandelles et bien le faire, et a aussi envoyé du jeu. Excusez-moi, André Pollard, il a juste montré qu'il sait bien le faire, mais il s'est juste envoyé de grosses chandelles dans les airs. Je veux pas le réduire à ça. Manny Libok, il a fait quoi de plus? Oui, parce qu'on lui a demandé. Mais il sait faire autre chose. Pollard de Manny Libok, oui, mais ce que je veux dire, c'est que Manny Libok, si tu lui dis d'enflammer le match comme il l'a fait par exemple contre l'Irlande, vous avez beaucoup plus joué, il sait le faire. J'ai pas l'impression qu'André Pollard. J'ai l'impression que tu parles comme de l'Angleterre dans les grandes années de l'Angleterre au milieu des années 2010 où tout le monde savait que George Ford il allait jouer ce jeu-là de taper avec Danny Kerr et Ben Youngs au milieu dans les zones libres, et ils ont fait ça pendant plein d'années, personne n'a réussi à les contrer. Là quand même où on peut leur faire tellement bien fait que là où on peut leur faire confiance les Africains, c'est quand même de préparer un plan, parce qu'ils ont préparé un plan sur chacune de leurs rencontres. Pour la France, c'était justement de cibler Biel Biarré sous les ballons hauts. Là l'Angleterre, c'était il n'y avait pas 36 milliards de stratégies possibles, donc voilà. Ouais, je suis pas trop mais on peut leur faire confiance. Sur ce match-là, avec ces conditions-là, tu peux pas faire beaucoup. Pour la France, ça marche. Mais justement, là, pour moi, ils se sont enfermés presque dans la stratégie de ce qui a marché avec la France. Par rapport aux conditions climatiques, ils peuvent pas se changer de stratégie complètement et envoyer des ballons à l'aile, c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, tu peux être un magicien, mais si le ballon il est glissant, tu fais pas 12 temps de jeu pour envoyer la balle sur le côté. Alors pourquoi ils ont pas mis De Klerk et Pollard dès le début du match, et pourquoi ils ont fait un mélange des la météo aussi. En faisant rentrer hyper vite Pollard. Je pense que Rassi Raspi n'est pas météorologue, il sait pas le mercredi, le temps qu'il va faire le samedi soir. C'est là où il est super intelligent, c'est-à-dire que le mec ne coache pas avec son ego, parce qu'en fait il se rend compte que le plan de base il fonctionne pas. Je veux dire, faire jouer Manny Libok et espérer
espérer Ça, c'est pouvoir vrai. mettre un peu le feu pour contrer les Anglais qui ont ce style de jeu-là, qu'ils fassent beau ou pas. Il a fait un pari, il se rend compte que le pari il est pas payant parce que tu es derrière et tu n'arrives pas à Oui, c'est retourner un peu la vapeur. Enfin, du coup, il s'adapte et il n'est pas en train de se buter dans un truc comme nous, on a pu l'être un petit peu avec l'équipe de France, à vouloir rester dans notre plan de jeu, même si ça ne fonctionnait pas. Lui s'adapte, il se dit ok, je me suis trompé, 35e, je fais sortir le 10, 45e, je fais sortir le 9, et ça fonctionne mieux, même si c'est à la 87e, voilà. Mais autour de l'heure de jeu, 65e minute, on commençait à voir que les mêlées, ça commençait un Oui, peu ça à commence à flancher. payer les changements. Ouais. Voilà, tu Et vois. puis l'Angleterre a eu, comme la France, 5 minutes, on en parlait dans le match, 5 minutes où ils devaient tuer le match. Oui, il devait. Voilà, Et, ça, C'est ça le seul aussi. truc qu'on peut. Et ils ont pas saisi leur chance, parce qu'elle est prenable, cette Afrique du Sud. Elle est prenable. Oui, voilà, Oui, mais bien c'est sûr. pareil, on dit ça tous les week-ends. Et tu vois, on a vu le visu, voilà, un point c'est tout, mais ils sont prenables tous les week-ends, mais ils passent toujours. Tu vois, c'est aussi, alors c'est frustrant parce qu'ils ont battu la France, mais je pense que le supporter lambda admire aussi cette équipe sud-africaine dans le fait qu'elle a de toujours s'en sortir, toujours faire la différence par ses remplaçants, tout ça. Mais là où je veux revenir aussi sur ce qu'a dit Théophile, où je suis entièrement d'accord, c'est que Rassi Erasmus, parce que oui, c'est le directeur du rugby, mais on l'a très bien vu, c'est le sélectionneur de l'Afrique du Sud, faut pas se mentir non plus. Jackie Neber, pour pas être méchant, mais pour paraphraser quelques personnes à middle, il porte les plots et t'as l'impression qu'il donne les chasubles. Mais il les donne Libok, bien. il fait pas le match, il sort. Edsebet, il est pas dans son match, il sort. Mais oui. Colissi, ça fait 2 fois qu'il sort à la 45e, pourtant c'est le capitaine emblématique, tout C'est pas ça. un gros match non plus. Oui, mais tu vois, c'est des mecs. Des choix forts. Ce sont des choix et à la fin c'est payant parce que RG Snyman, le remplaçant Edsebet, il a complètement changé le visage de l'Afrique du Sud parce qu'on parle trop du pilier, mais faut pas oublier que derrière le pilier droit sud-africain, il y a RG Snyman qui pousse. Et quand t'as un numéro 5 comme ça, c'est pas pareil. C'était pas Mostert. Je crois qu'ils échangent. Snyman, pendant le match. il passe Je veux numéro pas dire 5. de bêtises. Mais je crois que Monster, comme il peut faire les deux, ils échangent. Et voilà. De toute façon, mais ça dans tous change les- pas dans tous grand les chose. cas, c'est Voilà. le Il y a quand Il y même a- quelque chose dont on va devoir parler, et je dis ça parce que ça en parle un peu dans le chat, c'est la dernière pénalité Ah. et la dernière séquence, tu- anglaise sur les 40 mètres. Ça en parle dans le chat. Bah, tu vois. Je suis en passe décisive La passive, elle est pourrie. Hein. pour briller. Ah là, je t'avoue que la passive, on a tous pensé ça. On va pas en refaire des caisses parce qu'on a déjà aussi beaucoup parlé de Ben O'Keefe, de l'arbitrage. Non, Ce mais on qu'il peut faut en résumer, parler en il fait bien. un match, oui, un B Il fait un jusqu'à la match dernière action. il fait un C'est match ça. cohérent, mais la C'est dernière ça. action, c'est vrai qu'il y La a. dernière action, il veut pas siffler. Il y, C'est ça. il y a vraiment une sorte de. C'est pour moi évident que Koch il sort pas du tout. Oui, voilà. sur- Non, mais sur la dernière ruck. action, je pense, ça s'est Je me fais ressenti. le relayeur du chat. Je me fais le relayeur du Bah, chat. après, ça s'est ressenti qu'il C'est- voulait pas Est-ce qu'il siffler. n'y a pas aussi un peu d'appréciation de notre côté je sais pas. Oui, Chacun qui regardait le match était c'est difficile de dire ça pour un Français, mais chacun qui regardait le match était un peu pour voir les Anglais faire l'exploit, non? Oui, non, mais Donc, du coup, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on avait tous le regard un peu biaisé, Ouais. mais il me semblait évident que Bah, en Koch, en effet. Mais en tout cas, dans l'ensemble, on peut dire que Ben O'Keefe, il a bien tenu son match. Je trouve que même, Il était plutôt on cohérent. peut estimer, voilà, il y a des arbitres qui n'auraient pas sifflé la touche à 5 mètres des Anglais parce que les Sud-Africains ne sautent pas, elle est complètement pas droite. Et puis sur les mêlées, il n'y avait pas trop photo à la fin. Je pense que C'était pas le plus même dur à nous, on arbitrer. s'y mettait, même si parfois on a du mal à comprendre les mêlées. Là, il n'y avait pas trop Ouais, le. là, c'est dur. Mais c'est vrai que pour vous dire, c'est on était un peu tous pour les Anglais, mais aussi dans l'ensemble, les Anglais, pour revenir un peu pour parler d'eux, qui ont fini leur coupe, enfin qui n'ont pas fini leur coupe du monde, il restait une troisième C'était les place à aller seuls qui chercher. étaient invaincus encore. Voilà, les seuls qui étaient invaincus dans cette Coupe du Monde. On a beaucoup parlé de leur parcours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont réussi quand même à faire le match qu'il Ouais. fallait, surtout dans les rucks. Dans les rucks, on parlait beaucoup de la troisième ligne, mais Tom Curry, Cornell Lowes et Ben Earl, c'est de vrais poisons. Et on se dit presque que cette équipe, elle aurait largement embêté l'équipe de France si elle avait à les affronter, surtout dans ces Bien sûr. conditions. Ah oui. Et parce que les ballons portés sud-africains ont fait aucune différence. Et même avant l'essai, le seul essai sud-africain, qu'est-ce qu'ils font les Sud-Africains? Ils sortent le ballon direct de la touche. Ils ne cherchent pas à faire un ballon porté parce que ça n'a pas fonctionné. Et il faut aussi rendre le Il faut tirer un petit chapeau à Steve Borswick quand même qui a fait des choix forts. Joe Marler à la place d'Ellis Genge, je pense pas que ce soit si évident que ça au coup d'envoi du match. Au vu de la forme d'Ellis Genge et au vu du profil de Joe Marler. Joe Marler, il a aussi très bien contré. Il a tenu la mêlée, il a contré des molles. Georges Martin en deuxième ligne. Voilà, Match Martin énorme. dans les rucks, super. Il y a qui? Il y a Dan Cole. Dan Cole, mais Dan Cole était le titulaire. Mais non, mais c'est vrai qu'il a fait des choix forts, amené un peu plus d'expérience que de Ouais, jeunesse. clairement.
Après, au final, sur le match, ça me semble que c'est pas trop payant parce qu'au final, c'est quand le bas est rentré. C'était un peu quelque chose de décisif puisque les Sud-Africains aiment beaucoup jouer avec la règle dans le jeu au sol, essayer de gratter les ballons et surtout ralentir les ballons. Et c'est quelque chose que les Anglais ont réussi à conserver leur ballon pour au final. En fait, ils n'ont pas eu 2000 temps de jeu non plus. Ils n'ont pas besoin de sortir les ballons rapidement. Oui, mais il faut quand même assurer les ballons. Alors, par contre, avoir des soutiens il n'y en a pas beaucoup des grattages. Il y a eu très peu de grattages. Sur les pénalités, il y en a quelques-unes, mais la majorité c'est sur mêlée en fait. Mais dans le jeu au sol, c'est vrai qu'ils ont été archi propres. Ils étaient moins emmerdés par les libérations rapides. On va être striker là. Par les libérations rapides, ils étaient moins embêtés par les libérations rapides parce qu'ils voulaient pas les sortir rapidement les ballons. Et je trouve surtout, oui, ils voulaient pas les sortir rapidement, mais il y a quand même des soutiens qui ont toujours été propres. Ouais. Il y a eu plein de situations où les Anglais étaient un peu tout seuls. Je crois que j'ai une image où Manu Tuilagi se retrouve un peu tout seul face à 3 mecs parce que le ballon roule au sol. Et t'as de suite des mecs qui sont venus, qui se mettent bien sur leurs appuis, tu vois. C'était facile dans des conditions comme ça aussi de faire le pas de trop. Et c'est vrai que le pack anglais a quand même répondu où t'as des mecs d'expérience. Et on en parlait dans la rédaction, oui, il y aura la frustration de la défaite, mais il faut aussi parler que les patrons anglais ont tenu la baraque. Owen Farrell, Cornelius, qui est quasiment le capitaine et tout. C'est des mecs comme ça. Ils ont fait le match qu'il fallait, quoi. Et c'est comme dit Théophile, dans le vestiaire, tu regardes, t'es Steve Borswick, tu dis, ben les gars, excusez-moi, déjà je pense qu'on vous critiquera beaucoup moins. Et on peut quand même s'appuyer sur ce match pour les futures semaines, les futurs mois où, oui, c'est pas notre jeu d'envoyer de faire 8 passes aux ailiers, c'est pas notre jeu, on n'a pas d'Amien Penaud sur l'aile, on n'a pas de Chessin Colby, mais sous les chandelles, on les récupère et c'est déjà pas mal. Tu dis quelque chose de très intéressant parce que moi, en arrivant à la rédacteur, je me demandais si on ne devait pas des excuses à Ian Foster. Là, on doit carrément des excuses aux Anglais qu'on a critiqués à juste titre. Hein, les Anglais qui pratiquaient pas un jeu de ouf et qui étaient en pleine crise. Ils ont perdu contre les Fidji quand même à Twickenham, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Ils ont perdu contre le Pays de Galles en match de préparation. Ouais, ils en ont pris 50 par les Français encore il y a 6 mois. Non mais ça oui. On se les imaginait pas du tout rivaliser à ce point-là. Franchement, s'ils sont en finale, c'est pareil quoi. Ils peuvent être fiers d'eux et ils nous ont beaucoup surpris. Et ils ont cet ADN de toute façon de se transcender sur les moments comme ça. Il l'avait fait en 2019 contre la Nouvelle-Zélande. 2007 contre les Français. Oui, les Anglais c'est toujours pareil. Non mais c'est vrai. Il n'y a qu'en 2015 finalement. C'est un peu plus compliqué chez eux. Mais là, on ne peut que leur tirer notre chapeau et dire bravo, même si je pense que. Bon, le Courtney Lawes, c'était la dernière Coupe du Monde. Farrell, dernière Coupe du Monde. Joe Marler, je pense pas qu'on le revoit. J'ai mis George non plus. Il y a du monde qui est un des seuls aussi. Billy Vunipola, attention, il est rentré, il a fait l'en avant. C'est lui qui fait l'en avant sur la dernière action. Voilà, c'est un des seuls aussi qui est passé à côté ce soir, Billy Vunipola. Qui est un des vieux briscards qui lui, voilà. Après, qui avait perdu de toute façon son totem d'immunité depuis un petit moment, Billy Vunipola, sur cette Coupe du Monde. Et je pense même que ça aurait été, s'il était là, Jack Willis. Oui, non, s'il n'était pas blessé, ça aurait été Jack Willis, je pense, sur le banc. Possiblement, mais c'est vrai que oui, les Anglais ont quand même, ils peuvent sortir la tête haute, c'est déjà pas mal et déjà sauver leur Coupe du Monde. Ils ont prouvé qu'ils avaient leur place, quoi. C'était pas juste le parcours. Si aujourd'hui on avait affronté les Anglais, pas dit qu'on aurait gagné. Oui, non. Quand tu regardes ce match-là, tu te dis tout est possible en fait. Tout est possible, mais bon, oui. Après, t'es plus dégoûté de voir les Argentins, le parcours qu'ils ont fait et le résultat qu'ils ont fait que les Anglais. Les Anglais, c'est sûr. Qui étaient invaincus, voilà. Non, mais juste c'est à relativiser parce que pareil, c'est le premier gros match qu'ils ont de cette Coupe du Monde aussi. C'est leur premier gros rendez-vous. Ils affrontent l'Argentine en poule qui est demi-finaliste. Non, mais l'Argentine, c'était cata l'Argentine. Je veux dire, c'est pas comparable avec l'Afrique du Sud qui a dû passer par la France, l'Irlande, l'Écosse. Ils n'arrivent pas non plus avec la même fatigue dans les pattes et peut-être que ça a compté et peut-être que ça comptera d'ailleurs la semaine prochaine parce que les Néo-Zélandais à la 50e ils ont fait tourner. Je pense que les grands gagnants en fait au final c'est la Nouvelle-Zélande. Je veux dire, nous en tant que spectateurs déjà on a la finale rêvée une fois que la France avait été éliminée et que l'Irlande avait été éliminée. On espérait quand même tous une finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud au moins pour le spectacle, etc. Ensuite dans un second temps effectivement les Néo-Zélandais ils peuvent être contents de ce qu'ils ont vu parce que l'Afrique du Sud a dû s'employer fort pour passer. Ils ont aussi pu voir quelques failles et ça met un peu en avant quelques failles dans le jeu sud-africain et donc là tu as quand même tous les éléments et tous les outils pour ensuite être champion du monde pour la 4e fois, même si le match évidemment il n'est pas tout d'avance. T'es sud-africain, tu te dis pas j'ai le mojo là.
Oui, ça mais fait 2 fois qu'ils passent d'un point, que c'est. Je pense pas. Oui, mais ça si pas les dure un jeux, temps. personne ne les voit gagner, ils gagnent à la Oui, fin. mais je pense que t'es pas rassuré. Franchement, je pense que Tu te dis pas là, franchement, pour moi, un champion du monde, il doit avoir ça quoi. Le truc de gagner, même quand t'es pas dedans, tu gagnes. Ouais, mais tu vois, typiquement, il y a 4 ans, les Sud-Africains, ils font une demi-finale aussi très mauvaise face au Pays de Galles où ils passent ric-rac. Les Anglais font le match de leur vie contre les All Blacks. C'est pas pour ça, voilà, en finale, les Sud-Africains en ont mis 30 aux Anglais que personne ne voyait perdre après avoir battu les Néo-Zélandais. Je pense que dans ces cas-là, je pense pas. Je trouve que, justement, la séance vidéo des Sud-Africains, elle peut quand même un peu piquer. Dans la mesure où, oui, c'est très bien ce qu'on fait, les gars. On est 2 finales de Coupe du Monde d'affilée. C'est énorme. C'est les All Blacks, tout ça. On peut quand même signer 2 Coupes du Monde consécutives. Être la première nation à gagner 4 Coupes du Monde, c'est quand même exceptionnel. Mais là, on n'a pas été bon. Là, on n'a pas été bon. Oui, merci Ox et merci Vincent qui nous ont un peu sauvé le match en les écrasant les autres en mêlée. Mais. Et la mêlée, c'est là aussi où les All Blacks ont retrouvé des couleurs d'un coup, avec Lomax et De Groot qui souffrent plus, qui ont battu, faut pas oublier, qui ont poussé la mêlée de l'Irlande à la faute 3 fois. Tu leur dis, ouais, mais les gars, en finale, je pense pas qu'on puisse vraiment s'appuyer sur la mêlée comme on l'a fait. Même s'il y a un mois et demi, à Twickenham, il n'y avait pas eu photo en mêlée, j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé des couleurs aussi, les All Blacks, donc ça peut aider. Quand la France aussi, dans le premier match, on les avait tendus en mêlée quand même. Les All Blacks. Oui. Mais c'est vrai qu'on en a assez peu parlé au final là, de la mêlée. On a parlé de l'entrée d'Enché, mais il y a Mouche qui nous. Il y a les Sud-Africains qui nous embêtent. C'est les espions. non, on a assez peu parlé de la mêlée, mais ça fait quand même 2 matchs de suite où t'es mené à 10 minutes de la fin et tu prends ta mêlée dans les 22 sur un marque. C'est quand même exceptionnel. Ils sont confiants. C'est pour le coup, c'est un secteur sur lequel ça marche, ils sont assez tranquilles, quoi. Bon, c'est pas sur la mêlée très exactement qu'ils ont réussi à gagner du terrain, mais ça a amené un coup de pied qui après cafouillage, remêlé et après touche à non et après ça va pas leur donner envie de changer de plan, quoi. Je veux dire, si les 2 fois où ils ont pris les ça on le dira, l'expression no scrum no win en anglais, ben là elle fonctionne un peu ce soir malheureusement pour le 15 de la Rose. Ils ont quasiment tout fait. Mais si on va passer aux joueurs qui ont marqué ce match. Alors on va commencer étonnamment par les Anglais, si vous voulez bien, parce que c'est vrai qu'il y a plus de têtes anglaises qui nous ont marqué que de têtes sud-africaines dans ce match. Owen Farrell, vas-y. Tu veux que je fasse les notes d'abord Oui, les notes, bien sûr. Les notes des Anglais d'abord. Les notes des Anglais d'abord et après les notes des Sud-Africains. Alors les notes des Anglais, Joe Marler 6,5, Jamie George 5,5, Dan Cole 6, Itoje 6,5, Martin 6, Lowes 6,5, Ben Earl 5, Alex Mitchell 5, Elliot Daly 4, Manu Tulagi 5, Joe Marchant 4,5 et May 5,5. On a revenu du coup sur quelques joueurs qui étaient notés un peu séparément. Tom Curry 7 qui a fait son match. Et puis évidemment, on en parlera un peu plus en détail, mais Owen Farrell 7. Non mais 7 qui aurait eu 9 si il représente tellement cette Angleterre. Ouais, mais est-ce que je me trompe si je dis que Owen Farrell c'est le visage de cette demi-finale? Même s'il a perdu, c'est le visage, c'est Owen Farrell qui regarde les. Je sais pas, c'est le visage. Je sais pas si c'est le visage, puisque à ce moment-là, pendant 78 minutes, il a vraiment ébloui le. Même pas en 80, parce qu'il est pour rien sur ce qui se passe à la fin. C'est pas lui qui fait d'erreur. Je mets personne, mais pour moi, il n'y a pas de visage de semi-finale. Si les Anglais n'ont pas gagné, si les Anglais avaient gagné, oui, complètement. Le mec est transcendé. C'est quand même un Owen Farrell des grands jours qui sait. Voilà, c'est un grand joueur, grand match. Owen Farrell, il fait un match de fou. Il s'y file, il est précis, il fait les bons choix. Son drop, c'est un drop à la John Wilkinson, quoi. Ouais, c'est ça. 55 mètres excentré, le mec il fait un drop de fou, quoi. Puis à ce moment-là, en plus pour. Après, il est en transe derrière, il fait son coup de pied. Il y a 12 à 6, donc il met le drop, il passe à plus 9. Donc tu te mets à l'abri de laisser transformer. Là, tu sens vraiment que c'est en train de tomber du côté des Anglais. Bon, au final. Puisqu'en plus, la première image que je garde de lui, c'est vraiment lui qui perd 10 mètres parce qu'il parle à l'arbitre. Oui, c'est vrai. C'est un truc qu'on pourrait. C'est là où l'expérience a peut-être parlé aussi, parce que là où nous, la semaine dernière, on parle à l'arbitre, on prend pas 10 mètres, mais on se fait quand même un peu réprimander. Et en fait, on n'est jamais rentré dans notre match. Lui, il a pris ses 10 mètres assez rapidement. Je pense que Ben O'Keefe, il avait pas envie de se faire pourrir tout le match comme ça a pu être le cas la semaine dernière. Il prend ses 10 mètres et après, masterclass. Ça fait clairement partie du personnage. C'est l'ego. En fait, Owen Farrell, c'est l'ego fait homme. C'est le mec, il se fait siffler par 80 000 personnes.
Et d'un coup, il s'excuse par 80 personnes et il te sort une masterclass. Lui, il aime ça. Il aime être sous pression. Il aime que tout le monde regarde. Il aime avoir des choses à prouver. Et tu le vois en plus, il met le drop et pas de célébration. Oui, Regard tribune. Regarde, non, mais là, c'est pour les caméras. C'est moi, c'est Owen Farrell. C'est ça, il est en transe. Ouais, mais tu peux aussi te dire qu'il sait aussi qu'il s'est pas encore gagné, tu vois, et au final, malheureusement, la suite de la rencontre, il a donné raison. Il peut être aussi détesté qu'il veut. Quel malheur de pas le voir remporter la Coupe du Monde. ça je te laisse le penser. Très personnel. Quel joueur. Non, mais oui, c'est un immense joueur, ça c'est sûr. C'est un immense joueur et il a encore prouvé, et il était pas loin parce que c'est lui aussi qui fait un coup de pied rasant qui met en difficulté à Rennes. Et c'est la deuxième grosse occasion qu'ont les Anglais, cette mêlée à 5 mètres où ils prennent pénalité. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où ils auront des regrets, les Anglais, parce qu'ils auraient vraiment pu prendre le large. Mais c'est vrai qu'Owen Farrell, au final, il a commencé sa Coupe du Monde sur le tard. Parce qu'il était suspendu, il a beaucoup fait parler de lui avant la Coupe du Monde. Ses premiers matchs, ils sont pas bons, faut le dire, hein, même voilà, ils sont pas bons. Et là, c'est la réponse du champion. Oui, c'est les choix payants de Borswick aussi, parce qu'il y avait quand même un débat avec George Ford qui avait été énorme au début, de l'Angleterre contre l'Argentine. Là, il privilégie l'expérience et effectivement le caractère du garçon et son aura sur le groupe. Ouais. Et puis, difficile de lui donner tort. Je veux dire, là, pour le coup, il prouve et il lui restera encore un match la semaine prochaine. Bon, on ne sait jamais trop comment sont joués les matchs pour la 3e place, mais en tout cas, sur ces phases finales, c'est peut-être le meilleur anglais globalement. Je suis très d'accord, mais surtout Steve Borswick, on peut lui donner, on peut lui dire bravo déjà, mais d'avoir remis Farrell une deuxième fois. Parce qu'en fait, contre les Fidjiens, c'était un peu logique. Quand tu regardes les Fidjiens qui jouent beaucoup sur la paire de centre, donc c'était logique d'avoir Tulagi et Marchand, qui sont deux gros défenseurs, pour essayer de couvrir Waïssa et Tussova et même Radorda qui rentre. Mais là, contre les Sudaves, tu peux te dire Ford, niveau du jeu au pied, et puis surtout, mais Ford, Farrell et même Tulagi, même en 13, tu peux le mettre en 13, Tulagi pour un peu de puissance. Bon, il y aurait eu Marcus Smith, mais il est commotion. Au final, on reviendra sur Stewart, mais ça te fait plein d'options pour le jeu au pied qui auraient été hyper intéressants pour l'Angleterre dans ce registre-là qui a été programmé. Et non, il a quand même gardé du coup Farrell, et c'est tout à son honneur puisqu'il fait un match dantesque. Moins convaincu par la paire de centre, mais la paire de centre, Steve Borswick a fait des choix qui étaient débattables. Mais il a eu raison. Il a eu raison. On fait les raisons. Juste pour répondre à des questions, une question vite fait dans le chat, ça parle beaucoup du nombre de jeux au pied. Alors on a regardé les stats. J'ai calculé. On a calculé. Alors, on va te laisser donner la réponse. Non, alors, à la fin du match, à la 80e, parce que parfois ça se modifie le rugby, c'est 70 jeux au pied dans le match, 41 pour les Anglais, 29 pour les Sud-Africains. Donc voilà, ça a beaucoup joué au pied. Plus du côté des Anglais, du côté sud-africain, mais parce que ça a plus marché aussi. Ils ont plus joué au pied que les Argentins sur tout le tournoi, je crois. Ou les Fidjiens. Les Fidjiens, oui. 29 jeux au pied, ouais. Les Fidjiens, c'est possible, c'est que ça se vérifie, ça. Ah non, ils ont quand même pas mal joué au pied. Non, par rapport aux Anglais, là? Non. 41 jeux au pied quand même. Ouais, je sais pas. Ouais, si, il y a eu plein de matchs. Pas non plus. J'étais à un match des Fidji contre le Portugal. Je pense qu'il y a forcément au moins 15 coups de pied, 20 coups de pied dans un match. C'est tout à fait normal. Non, mais voilà, 70 jeux au pied. Oui, c'était pas la plus belle demi-finale. Voilà, on va pas. C'est dans son style. Voilà, dans son style. Comment on pouvait s'y attendre en fait? C'est ça le truc, c'est que c'est. Angleterre à Afrique du Sud, on s'attendait aussi un peu à ce match. Le suspense fait que tu t'y prends quand même. Ouais, carrément. En fait, à la différence, je trouve, d'hier, c'est que là, on a eu quand même deux équipes qui ont fait avec les conditions, etc., mais qui ont fait leur match par rapport à tout ça. C'était une vraie demi-finale pour le coup. Il y avait beaucoup d'engagement, c'était quand même relativement propre, il y avait peu de fautes dans les rucks, il y avait forcément moins d'en avant parce qu'il y avait moins de passes, mais c'était une vraie demi-finale. Vraiment, c'était une demi-finale. Quand tu regardes, tu préfères celle d'hier ou celle de... Non mais oui, c'est clair. Non mais je trouve que le scénario sauve un peu énorme. Quand même parce que bon, on va pas se mentir, la première mi-temps, pas non plus tout oublier. La première mi-temps, on se regarde, on dit bon, c'est quand même très long. Le mec qui découvre le rugby ce soir, il a zappé sur France 2 à la 30e minute de jeu et on le comprend. Mais oui, le scénario. Tout ça te sauve un peu parce que les 20 dernières minutes, tu sens les Sud-Africains qui prennent un peu le dessus. Tu te dis est-ce qu'ils vont y aller, ils reviennent à 2 points. Et puis tu as la planité. Tu la vois arriver malheureusement quand tu as la mêlée, à 48 mètres à 2 minutes de la fin. T'es inquiet pour les Anglais. C'est ce qui s'est déroulé, donc c'est un peu dur pour eux. À l'arrière de cette équipe d'Angleterre, il y avait Freddie Stewart qui lui était pas là pas dans les 23 contre les Fidji. Ça se comprenait tout ça. Là il y était. On savait qu'il allait être attendu sous les ballots. Il a répondu présent, sauf sur la dernière
malheureusement pour lui, je pense que sa dernière chandelle un peu loupée, où il fait en avant. Il va la regarder plusieurs fois dans sa carrière, il la regrettera longtemps. Si c'est une mise sur 10, c'est une bonne note quand même pour un joueur qui s'est incliné en demi-finale, mais il a fait le match qu'il fallait quasiment, Freddie Stewart. Il a un petit truc avec l'Afrique du Sud, Freddie Stewart. Quand on se rappelle novembre 2022, il fait un match de fou furieux contre les Sud-Africains c'est le style de jeu qui lui le va bien. révèle un peu au grand public, on va se le dire. Oui, mais c'est un style de jeu qui lui va bien, voilà. 70 jours, il est content. Là, il doit approcher les 2 mètres, Freddie Stewart, quand même. Je sais pas où il est, peut-être t'as la stat. ça peut se chercher, Mais il est très grand et donc forcément, il a une aptitude pour aller chercher les ballons. 1,96 selon Wikipédia. Là, c'est la sorte de match, le genre de match qui est fait pour lui. Il va aller chercher les ballons hauts et puis il va être précis sur les chandelles, à part sur la dernière. Où clairement il se manque et c'est l'erreur de trop dans ce match, sa seule erreur et sa seule erreur de trop, parce que même s'il allait pas forcément chercher les ballons, il perturbait tout le temps le second rideau, le troisième rideau sud-africain. Pollard, il se fait prendre sur ça. Pollard, et puis en fait, les Sud-Africains, même s'ils réceptionnaient le ballon sous les chandelles, ils pouvaient pas jouer parce que c'était tout un ballon un peu brouillon. Ils étaient obligés de vite aller au sol, de bien déblayer, tout ça. Forcément, ça te fait perdre du temps et du coup, la défense anglaise pouvait bien se replacer. Du coup, en fait, t'as pas de continuité. Il n'y avait pas une seule relance possible, en fait, parce que les jeux au pied étaient bons globalement, et donc à chaque fois, c'est vrai que c'est ça. Tu prends le ballon, c'est un peu sauf qui peut. Si tu as réussi à capter le ballon et à faire un ruck propre derrière, c'est déjà très très bien. Et ça, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Et puis là aussi où il a été bon, c'est que à aucun moment ils ont été dépassés. Il n'y a eu aucun suspense de 50-22, de ballon qui traînait. Il n'y a pas eu de ballon avec rebond. Enfin, la couverture du terrain était impressionnante, à la différence parce qu'on compare forcément à la différence de Thomas Ramos, où là il y a eu plus de moments où tu as l'impression que l'ailier était un peu livré à lui-même, il n'y avait personne derrière pour trop le couvrir. Là pour le coup, il n'y avait aucun espace. Après effectivement sur le premier rideau il y a moins de monde parce qu'ils savent que ça n'allait pas faire ils savaient que ça allait pas faire 3 passes. Mais la couverture du terrain puis la propreté sous les ballons, honnêtement il a fait son match. Je pense que si l'Angleterre gagne, pareil, il prend son +1 ou +2 quoi. Oui. Après faut aussi donner du mérite sur la couverture aux 2 ailiers. Notamment Elliot Daly qui est arrière quand même, c'est un arrière Elliot Daly de formation, donc il a une grande part de responsabilité sur cette couverture. Et Freddie Stewart, pour finir avec lui, ce qui impressionne, c'est qu'il a avancé aussi balle en main. C'est vrai. Sous les ballons, il a réussi à rester debout pour gagner du terrain, et sa puissance fait que à chaque prise de balle, il était tout le monde à l'avancer quoi. Il y avait 20 cm d'écart entre chaque arrière de l'Angleterre par rapport aux Sud-Africains, donc ça forcément ça aide. Et son erreur coûte trop cher, c'est pas possible de faire. C'est pas possible, c'est dur. Oui, c'est possible, ça arrive. RNC, regarde la connerie qu'il fait à 5 mètres de sa ligne, je pense que lui il a prié pour que voilà. Non mais je veux dire, c'est pas possible dans le sens, arrive. C'est pas ça que je dis. C'est pas possible de faire un match comme ça et tu t'en reviens pas quoi. C'est frustrant. Tu fais un match énorme et sur la dernière chandelle que tu as à faire, tu fais alors que même si tu l'as fait beaucoup trop longue dans les 22 mètres sud-africains, tu t'en fous, ils auraient fait marque parce qu'ils auraient pas voulu prendre de risques comme ils ont fait pendant 70 minutes. Il a voulu tellement l'interpréter, je pense qu'il a. Et puis même là, même si tu te loupes un peu, tu la réceptionnes, tout est oublié quoi. Et là en plus de la réception, tu fais en avant qui amène une mêlée. Et on a dessus de vue les Sud-Africains qui Willy Leroux qui est arrière, qui lui ne doit pas trop s'y connaître à mêlée, qui savait à qui parler, il parlait à ses piliers en train de leur dire c'est maintenant quoi, c'est là. Et je pense que Freddie Stewart lui aussi avait compris, il s'est dit, je pense que c'était son match. C'est peut-être un peu lui plus que Farrell, tu vois le visage. Ah ouais. Farrell le drop quand même, c'est le mec qui faillit au pire moment alors qu'il fait un match de ouf. Tu veux dire le visage. C'est plus Farrell, le visage de l'Angleterre qui est dans les 80 premières minutes. Et Stewart, l'image de l'Angleterre qui a perdu. Dans le sens dans lequel il veut dire plus le visage de l'Angleterre, dans le sens qu'il il est parfait pendant 78 minutes et après ça capote sur la fin quoi. Oui. Et du côté des Sud-Africains, il y a un joueur qui est rentré avec le numéro 10 dans le dos, qui avait fait un bon match, tout ça, on va y venir aux notes. C'est Manini Box dont on va parler dans quelques secondes. Et on voit sa note déjà 3 sur 10, c'est pas très haut. On dirait pas qu'il a gagné. Il a pris son taquet. Quand le 10 adverse prend 7 et que tu prends 3. C'est très énervé sur la photo là. Ouais, non mais là on apprend de la je pense qu'on lui a dit dans l'oreille. Non, c'est un arrêt sur image, il revoit son match. Il est en train de regarder son match pendant l'émission et il a ce visage en fait.
Vas-y Théophile pour les notes des Sud-Africains de nos envoyés spéciaux qui étaient au Stade de France. Donc, il va y avoir quand même un petit delta entre les titulaires et les remplaçants. Oui, vous l'aurez bien forcément. compris. Christophe. Kitchoff. Voilà. Christophe. Quel est le Christophe qui joue avec l'Afrique du Sud? Kitchoff qui prend son 3, Mbonambi 5, Malherbe 4, Estevet 3,5, Colissi 5, Dutoit 5,5, Vermeulen 4,5, Reynac 3, Libok 3, Colby 4, Dialende 5, Krill 4, Arenze 3 et Willem C 4. Donc des notes de perdants. Des notes de perdants. Mais des notes de joueurs qui iront en finale. Des notes de joueurs qui iront en finale parce qu'il y a Pollard qui prend son 8. Ah oui. Parce qu'il y a Enche qui prend 7. Moster 7 et Quagga Smith 7. Toute mini parenthèse, mais du coup, est-ce qu'il a touché un ballon ou pas du match Krill? J'ai pas eu le temps de vérifier, j'avoue. Krill, c'est qu'à la mi-temps, il n'en avait pas touché comme Joe Marchand. Joe Marchand en a touché un dès le début de la deuxième mi-temps. Krill, on est sur les stats, c'est 0 passe, 0 mètre parcouru. Non, je pense qu'il a pas touché le ballon. C'est possible qu'il ait pas touché le ballon. C'est vraiment le mec qu'il faut avoir une interview. Il fait le match. Non, mais parce que, est-ce que si tu peux, Théophile, est-ce que tu penses que c'est ça en défense? Parce qu'à tout moment, parce que je pense que Joe Marchand. Krill en défense? Parce que Krill en défense, il a 3 plaquages à manquer. Non mais t'imagines ton match. C'est fait chier là, non? C'est très long. C'est très long. Krill il rentre à la vaisselle, il dit bah je vous douche pas les gars. En vrai tu vas en ton session, tu ne me mettez pas en finale. Si c'est pour faire ça, me mettez pas. Non mais s'il vous plaît, moi je regarde la météo. Si je vois qu'il pleut, me mettez pas. Non mais voilà, parce que vous allez faire que des très très longs. 80 minutes, c'est très très long dans ces conditions. Non mais en plus, tu vois, c'est typiquement le genre de match où Krill, on parle pas de lui. Alors oui, on rigole, mais on n'a pas parlé de lui parce qu'il a pas fait de bêtises. Tu vois, typiquement. Il pouvait pas faire de bêtises, il a. Oui, mais t'imagines, tu te trouves sur une action de ton match, on retient que ça, alors que t'as rien eu. Parce que, oui, il aurait pu aller au bord des rucks, il aurait fait 16 courses s'il avait voulu, mais c'est juste que dans le plan, il n'y avait pas deux passes. Voilà, on a vu plusieurs fois en deuxième mi-temps d'Allende aller tout droit. C'est juste que dans le plan, il n'y avait pas deux passes dans la même action pour aller chercher le 13. Il a fait un match de. Il a fait un match de centre en région. Mais non, mais si on regarde, c'est pareil. Regardez les stades d'Arense de Colby en attaque, ils ont dû rien faire parce que ce n'était pas le projet d'aller voir les ailiers. Et puis même les ailiers anglais n'ont jamais eu de ballon à jouer après quelques passes. Arense, il a un bon ballon sur la touche là. Oui, touche. Sur la combien de touche. Mais voilà, après ça, c'est. Et Colby sur le coup de pied qui est trop long pour le roux. Enfin, où le roux poursuit, ça va à ballon mort. Oui. Tu vois, c'est les deux seuls. C'est que Jesse Krill, si on peut s'y arrêter, t'imagines, t'es Jesse Krill. Fait le match de sa vie en quart. Ouais, mais le match de sa vie en quart, mais 3 plaquages, un manqué en plus, tu fais 75%. Bon, c'est pas non plus énorme, mais voilà, ça arrive de manquer un plaquage. 0 mètre parcouru. Ça veut dire que. Et 0 passe, ça veut dire qu'il a même pas touché le ballon. Non, parce que si tu parcours pas 2 mètres et que t'as pas fait de passe, c'est que t'as pas touché le ballon. D'Allende, il a fait 3 passes et parcouru 9 mètres, hein, donc c'est quand même pas non plus le bout du monde. Hein. Ouais, mais lui c'est pire parce que lui il a eu les ballons. Lui c'est juste qu'il a pas avancé à l'impact. Parce que lui en deuxième mi-temps, il l'utilise beaucoup en premier attaquant. C'est juste que lui il a jamais avancé parce que la défense anglaise, qu'on a vanté logiquement, a fait le boulot. Deuxième centre, ça a été. Il a fait vraiment le match du centre régional 3 quoi. Il a fait 0 passe. Il a parcouru 6 mètres, hein, donc il a dû en toucher un de ballon. À chaque fois, il y a un en avant, il fait comme ça. Bon, les gars. Non, mais Ahmed, tu crois que tu dis c'est clair, quand même, tu lèves le bras. Tu sais, un peu. C'est bon, viens, on change. Tu lèves le bras, tu dis est-ce que vous pouvez me faire la passe, s'il vous plaît. Tu sais, tu demandes à Damane et à Lende, tu dis on échange. On échange ou pas? Tu fais signe, tu montres que ça caille un peu sur le. Une croisée là, au poste de deuxième centre. Et puis, en plus, je pense que s'il allait une fois au bord des rucks, je pense qu'il se faisait incendier par le staff. Je pense. Palmarès de Jesse Krill dans ce match, il s'est battu avec Tulagi. Oui, c'est grâce à lui qu'il a la pénalité. Non, il s'est battu. Il a crié, puis il s'est aperçu que c'était Tulagi. Du coup, il a dit bon, je suis bien avec mes stats, je vais aller me replacer moi, et je vais atteindre le ballon. Arrière. Ouais, voilà. Mais ça a coûté une pénalité à Tulagi. Oui, donc il a eu le réseau au final. Mais c'est vrai que non, mais on en rigole, mais ça prouve aussi le match que c'est que quasiment l'homme du match c'est un pilier, c'est Oxenche. T'as le deuxième centre qui touche pas ballon. Désolé, du coup, je vous ai totalement dévié du débat sur. Non, mais les joueurs qui ont été importants. Manny Libok, on a le temps, on n'est pas pressé. Mais non, mais Manny Libok, voilà, parlons-en. On va parler un peu des 2-10 parce que t'as Manny Libok qui est obligé de parler d'André Pollard. On va vite arriver à André Pollard. Combien 30 minutes. À la 31e minute, il trouve une pénale touche qu'on a estimé un peu trop courte en plus sur sa dernière action, Manny Libok, et il est remplacé de suite. On l'a parlé, Rassi Erasmus a avoué, je pense, dans le match qu'il s'était un peu trompé, que c'était pas un match pour Manny Libok, donc il a pas tardé à le changer, comme disait Théophile.
c'est dur pour Manny Libok, mais au final, on a l'impression qu'il a eu raison, quoi. C'est logique. Moi, ce que je me dis, bon, forcément, ça fait pas plaisir d'être remplacé à la 30e, mais juste, tu dresses le constat de c'est pas un match fait pour moi. Enfin, c'est pas un match qui correspond à mes qualités. Oui, mais c'est dur. Non, mais alors ça, je suis d'accord. Mais si tu veux relativiser, tu te dis juste que clairement, voilà, la compo, elle est faite le mardi ou le mercredi. Comme on le disait tout à l'heure, il est pas météorologue, le mec, donc il va pas savoir qui va faire ce temps-là. T'es là, 30e minute. Bon, vas-y. Ouais, mais alors, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas non plus le style de jeu de Reynac qui a quand même tenu une mi-temps. Voilà, 45 minutes. Oui, mais moi, bon, c'est pareil contre la France. Reynac a plus raté son match que Libok. Voilà, parce que, non, mais typiquement, Reynac, c'est pas le meilleur joueur au pied. On l'a vu sur sa dernière action avant de sortir, c'est une chandelle complètement manquée. C'est pas non plus le joueur qu'il faut, mais tu peux aussi tenir une mi-temps. Tu vois, je pense que si Libok fait quelques bonnes actions, je pense qu'il y a un peu de punition quand même là-dedans. Plus que la je pense qu'il y a un peu de punition. Plus que la punition de Libok, c'est le besoin de Pollard. Tout simplement. Mais tu penses, parce que moi je trouve que déjà un début de match. T'as pas trop d'erreurs à te remémorer. Ouais, mais alors c'est pas des erreurs, mais je trouve que le jeu au pied était pas assez long, comme ça la dernière pénale touche. Alors qu'André Pollard, alors oui, pendant 40 minutes quand il rentre, donc, il est inexistant, mais son jeu au pied, il trouve toujours des touches à la ligne médiane, ça fait quand même du bien à son équipe, ce que ne fait pas Libok, parce que Libok c'est pas le jeu au pied. Moi je trouve que sortir un joueur à la demi-heure de jeu, quoi qu'on dise, et oui, il a eu raison, Rassi Erasmus, je trouve qu'il y a un peu de punition là-dedans. Oui. Où je trouve que Rassi Erasmus avait plus de points négatifs à retenir de la pression de Libok. Il met les 3 points quand il faut, les pénalités. Non, mais il a pas fait un très mauvais match. C'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est non seulement, effectivement, il fait pas un très bon match, parce que, comme pour toutes les raisons que tu nous citais, sur la longueur du jeu au pied, etc. Et en plus, t'as bien plus besoin d'un Pollard sur ce match-là qu'un Manny Libok. Même pour trouver les touches, si t'as des pénalités un peu longues, t'es content d'avoir... André Pollard, t'as vu la pénale touche qu'il trouve. D'accord, on dit ça sur les 10 dernières minutes. Avant les 10 dernières minutes, Pollard, c'est celle qui compte. Il fait 40 minutes. S'il fait les 30 minutes de Libok, c'est pareil. Oui, mais je pense que si t'as Manny Libok sur les 10 dernières minutes, comme je t'ai dit, c'est pas la même limonade. Tu juges Pollard, quoi, ballon en main. C'est pas un joueur comme ça, mais dans le jeu au pied, il a fait énormément de bien, André Pollard. Si t'as Manny Libok sur les 10 dernières minutes, avec la pénalité, tu rigoles, avec la pénalité, la pénale touche déjà qu'il trouve sur les 5 mètres, ça fait pas essai au final, mais je veux dire, ça peut faire essai, enfin, c'est pas pareil, mais presque. Et la pénalité à 55 mètres, t'as Manny Libok qui est sur le terrain à ce moment-là, t'exultes pas autant quand t'es un pilier sud-africain que ça a été le cas là, quoi. T'es pilier, tu gagnes la mêlée, tu te retrouves, tu vois que c'est Manny Libok qui est habitué. Ah oui, oui, t'es moins soulagé. On se replace pour le 22 ? Non, mais on est peut-être dur, mais ouais, moi je. On est peut-être un peu dur pour Manny Libok, je trouve. Ouais, franchement, il fait pas d'énormes boulettes. Non, mais tu sors à la je trouve pas mauvais en gestion. Tu sors à la 30e. Non, mais tu sors à la 30e d'un match comme ça, c'est que t'as pas fait un bon match. Non, c'est que t'as trop besoin de Pollard. T'as trop besoin de Pollard, t'as trop besoin d'un mec qui. Pourquoi t'as besoin de Pollard ? Tu vois, parce que contre le problème n'est pas Libok, le problème c'est de l'avoir mis d'entrée. Alors, bah oui, mais bon, contre la France, t'avais besoin de Pollard aussi, parce qu'à la fin, c'est Pollard qui t'a fait gagner contre la France. Il est pas non plus rentré à la 30e. Pourquoi ? Parce que Libok avait fait une très bonne première mi-temps et c'était impossible de le sortir. Oui. Voilà, alors que contre la France, t'allais aussi avoir besoin de Pollard qui a gagné le match en étant un bon buteur. Ouais. Là, t'avais besoin de Pollard, tu le savais que Pollard allait compter en fin de match, parce que tu pensais pas le sortir à la 30e. Tu parles de punition. Moi, je vois pas comment Libok, dans son style de jeu, peut faire mieux. Alors, oui, mais du coup, oui. C'est pas une punition alors. Ouais, mais je dis qu'il y avait un peu de punition. J'ai dit qu'il y avait un peu de punition. Mais j'ai pas dit que c'était une punition de sortir. C'est pas le mec qui veut complètement son match. Faudrait qu'on revoie le match précisément. Peut-être qu'il y a des problèmes sur les placements. Vous avez une heure là devant vous ? Allez, on se remet le match. C'est parti. Que le temps de jeu effectif. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est un choix payant. Je veux dire, il fait pas un bon match parce qu'il sort à la 30e. Donc tu peux pas mettre la moyenne à un joueur qui sort à la 30e minute d'une demi-finale. Donc sa note, elle est quand même justifiée. C'était pas son match dans le style. Peut-être que le week-end prochain, s'il fait un peu meilleur et que les Sud-Africains veulent envoyer un peu plus de jeu, bah, il jouera peut-être pas 30 mais plus 50 minutes. Enfin. S'il commence, voilà, parce que là tu vas nous amener sur un autre débat. Je vois pas comment Pollard peut être remplaçant. Honnêtement, là, est-ce que ça peut pas être une stratégie de le faire Alors on va pas crier sur tous les toits que Pollard sera forcément titulaire parce que attention, voilà, dans la rédaction il y en a qui le voyaient titulaire contre la France. Ça pouvait se comprendre aussi de le voir titulaire contre la France. Au final il ne l'a pas été. Là après le match, après ce match, et après parce que je le dis, je pense que le style du jeu sud-africain ne va pas changer en une semaine. Ils vont avoir le même style de jeu contre les All Blacks pour essayer de les faire déjouer
en pensant à ça, je ne vois pas comment André Pollard ne peut pas être titulaire en finale contre les All Blacks. Je le dis honnêtement. Ouais, hein, après, on a dit la même chose en quart. Ouais, mais c'est la même chose même en demi. Là, c'est différent parce qu'en quart, je trouve que tu avais le côté un peu. Attends, Pollard, il a joué que 50 minutes. Attends de voir comment il réagit. Là, ce soir, il a très bien réagi. Il a joué beaucoup plus d'une mi-temps. Dans un match à haute intensité où ça a tapé très fort, ça a tenu. Au bout d'un moment. Nienaber est tellement fou qu'il oui, peut mais faire je vais te rentrer dire. au bout d'une demi-heure. Oui, mais je vais te dire. Encore. Les Anglais, sur le papier, c'est quand même moins fort que les All Blacks. J'apprends rien à personne. Ça passera pas à chaque fois non plus. Si en finale, tu le mets pour te dire, au pire des cas, s'il fait pas le taf, je le sors à la demi-heure. Là, tu perds ton temps. Pour moi, c'est une grosse erreur. Tu préfères l'économiser un peu sur le début du match et l'avoir sur la fin du match? Bah oui. Non, pour moi, je vais te dire. Son rythme de jeu. Je vais te dire. De toute façon, il peut en tenir finale, Pollard a prouvé que physiquement ça allait. En tout cas, tu as l'impression que ça va. Tu gères la finale, tu le sors pas. Mais oui. Tu t'es mené, tu rentres l'e-box, ça va parce que si t'es mené, tu vas être obligé de jouer. À part s'il pleut des cordes, ce qu'on n'espère pas parce qu'on aime tous le rugby. Si t'es mené au score, essaye l'e-box. Oui, et tu lui dis, écoute, mon coco, tu fais ce que tu fais avec les Stormers, ça envoie du jeu de partout. Et puis on verra, à la fin. De toute manière, on est dos au mur. Ça, mais moi, je vois pas comment Pollard peut pas débuter. Et je pense que si Pollard débute, tu lui mettras son acolyte blondinet à côté. De Klerk, je pense qu'on va tout droit vers ça. Je suis pas Rassi Erasmus ou Jack Nienaber pour faire la composition, mais ça m'étonnerait que ces deux hommes soient pas titulaires en finale. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, si, plutôt. Plutôt d'accord. Après, la finale, on en reviendra peut-être après, mais de toute façon, ça va être une opposition complètement différente. Et oui. Ça va être une question de stratégie au final. Même si je suis d'accord avec toi dans ta vision de la chose, j'imagine que le match va pas être de la même physionomie. Faut juste voir commencer les derniers à Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, pour s'apercevoir que ce sera pas forcément du box-kick aussi. Hein. Alors oui, je pensais ça avant les phases finales. Et en fait, on voit très bien que les Sud-Africains, on peut dire ce qu'on veut. Dès que c'est un match à élimination et qu'ils savent que s'ils se trompent, ils peuvent perdre, ils ferment le jeu. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'espérer que les Sud-Africains envoient de grandes envolées en phase finale. Ils ne le font pas. Mais oui, mais ils l'ont fait contre l'Irlande. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Même si on perd, regardez où on est aujourd'hui, on est en finale. C'est pas la fin en soi si on perd contre l'Irlande. Contre il y a juste mieux entre faire de grandes envolées et chaque action du match, c'est des box-kicks. Hein. Non, mais attention. Non, mais tu pas. Alors, ok, entre les deux, tu mises sur quoi? Bah, il y aura des ballons de récupération à jouer. Oui, mais contre la Nouvelle-Zélande, il y a des ballons de récupération à jouer. Oui, mais tu prendras pas beaucoup de risques. Oui, tu peux en avoir. Tu préfères jouer tes ballons de récupération avec Krejnak et Libok ou pour jouer tes ballons de récupération avec... c'est toujours pareil. T'auras plus. C'est pareil. Oui, mais t'auras plus de séquences où il te faudra te dégager et gérer que des ballons de récupération à jouer dans une finale. Ça, t'en sais rien. Ça reste une finale de Coupe du Monde. Et puis, faut pas être non plus naïf. Ça reste une finale de Coupe du Monde. Ça va pas finir 40-39. Je pense que les All Blacks vont tenter le jeu de l'occupation. Je suis pas sûr. Mais justement, en connaissant le style de jeu des All Blacks, tu mets une équipe pour essayer de contrer ça et d'aller à l'inverse. Tu vas pas essayer de rivaliser avec les Blacks sur des grandes envolées, sur beaucoup de rythme, etc. Parce que l'Afrique du Sud n'a pas les moyens ni les qualités pour rivaliser. Et je vais te dire même, c'est là où on va peut-être revenir une semaine. C'est là où les Irlandais se sont trompés. Les Irlandais pendant des mois, ils ont fait ce que faisaient les Sud-Africains. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire contre les All Blacks? Jouer au ballon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un essai de 80 mètres, il y avait 13-0, ils n'avaient pas cligné des yeux, il y avait 13-0. Ils ont rivalisé, mais au final, ils sont rentrés chez eux. Et je pense que ce match-là, les Sud-Africains l'ont vu aussi. Aujourd'hui, en termes d'attaque, il n'y a pas mieux que les All Blacks. Si tu les fais pas déjouer, pour moi, tu vas perdre à jouer à l'exploit personnel, à tout ça. Oui, il y a RNC, il y a Colby. Il y a alors, les Bleus, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les Bleus? Non, mais contre les Bleus, et puis ils ont fermé le jeu. Tu peux pas me dire qu'ils ont joué contre les Bleus. Bah, ils ont joué à fond leur contre-attaque. Et quelle contre-attaque? C'est des chandelles pas récupérées. Il n'y a aucune contre-attaque. C'est des ballons qui traînent. Il y a une contre-attaque dans le match ou des chandelles pas récupérées. C'est pas des contre-attaques pour moi, excuse-moi. Et puis. Avant les chandelles, il y avait une volonté d'envoyer une chandelle et de voir ce qui se passait dessous, pas d'espérer un ballon de contre-attaque. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Contre les Français, ils ont laissé le ballon à l'adversaire. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont été embêtés par les Anglais, qui leur ont laissé plus le ballon que l'ont fait les Français. Parce que la pluie, tout ça, les Anglais n'ont pas voulu jouer. Et face à une équipe qui ne veut pas jouer, les Sud-Africains, ça sort beaucoup moins bien. Et c'est ce qui me fait craindre pour les All Blacks aussi. Parce que j'ai très peur pour les All Blacks à ce niveau-là, parce que les All Blacks, eux, vont avoir le ballon, vont vouloir en faire quelque chose. Et dans ce jeu-là, tu te fais contrer par les Sud-Africains. Au final, ce serait pas déconnant de voir Pollard titulaire avec Faf de Klerk. Clairement. Et voir une équipe d'Afrique du Sud qui va complètement fermer le jeu, qui ne va pas faire une bonne pub au rugby, mais ça fait 4 ans qu'ils gagnent. Ça peut faire, ils vont peut-être être sur le toit du monde pendant 8 ans d'affilée. Comment leur en vouloir? Là, ce serait une hégémonie. Comment leur en vouloir? Oui, ils gagnent pas tous les rugby championships. Les 2 derniers rugby championships sur les All Blacks qui les ont gagnés, tout ça. Mais dès que tu arrives en Coupe du Monde, voilà pourquoi? Parce qu'en phase finale, ils ferment le jeu et ils s'en sortent.
Et puis en rugby championship, c'est un mini tournoi, hein, c'est pas non plus. Oui, il y a des matchs qui se jouent quand même. Non, mais voilà, personne ne fait tourner un rugby championship, tu vois. Alors oui, il y a une fois t'accueilles les All Blacks, une fois tu y vas. Cet été, ils sont allés à Nouvelle-Zélande. Non, mais dans le style, dans l'ambiance, match final où t'es éliminé ou machin, c'est différent. Ça c'est quand même particulier. Non, mais ça joue bien plus en rugby championship, même. Enfin, suffit de regarder les scores, etc. Les exploits qu'ont les Argentins contre la Nouvelle-Zélande, ils les feraient jamais en phase finale de Coupe du Monde. Donc on sent quand même que quand tu es en phase finale de Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, ça resserre, ça prend moins de risques, et ainsi de suite. Ouais, peut-être. On peut parler du banc des remplaçants sud-africains, ça fait quand même 2 fois qu'ils sont... oui, et en plus on en avait vanté avant la Coupe du Monde, voilà, contre les Néo-Zélandais avec leur fameux 7-1, tout ce qui était rentré, ils avaient roulé sur tout le monde. Là oui, là t'as l'impression que les remplaçants, là pour le coup, on n'a pas trop vu Quagga Smith pour une fois, mais on a vraiment vu un mec, c'est Snyman. Oui voilà, et Quagga Smith on l'a quand même un peu vu, tu vois, 7 sur 10. Parce que je sais pas si c'était les prochains qu'on allait voir, mais du coup il y avait Edzebet, Snyman. Là le contraste était assez évident entre Edzebet qui fait franchement... on n'a pas retrouvé le Edzebet du quart de finale qui était puissant comme un lion. Là il s'est fait bouger, il a perdu des ballons au contact. Il n'a pas eu sa mobilité, il y a eu moins de charges à faire aussi. Il est sorti très tôt pour Snyman qui lui il a juste fait des actions décisives quoi. Ouais, tu regardes, il tape sur le ballon de c'est qui c'est Ben Earl. Ben Earl, tu crois qu'il lui fait un 4 il lui tape dans le ballon, il est en avant et il marque l'essai tout simplement. À la Edzebet. En plus l'essai c'est le même qu'Edzebet contre la France. C'est voilà, je sais plus quel est l'anglais ou Joe Marchand. Il y a Marchand, ouais. Joe Marchand où tu te dis oui, tu te baisses, il tend le bras, il marque, tu essaies de le prendre en haut. Quand tu regardes aussi, t'as Daly qui. C'est Daly ou May, je crois que c'est peut-être May, qui essaye de lui mettre un taquet, il se prend un cul. Non, mais parce que c'est ça, un mec comme ça, tu le prends au jambes, il tend le bras, il marque, tu essaies de le prendre en haut, il est trop puissant. Donc, à cette distance-là de l'embut, mais pour revenir au banc, moi je trouve que c'est une force énorme d'avoir ce banc parce que t'as toujours, j'ai l'impression, de l'ascendant psychologique sur tes adversaires, même si t'es mené au score. En fait, je sais pas si je me fais comprendre, mais je veux dire. C'est comme si t'avais Messi sur le banc quoi. Mais non, voilà, t'as la menace du banc. En fait, t'es la Nouvelle-Zélande en finale, tu mènes de 10 points, ce qui est quand même beaucoup dans une finale de Coupe du Monde à la 50e. Tu vois Snyman, Enche, tout ça qui enlèvent leur chasuble. Déjà, tu te dis, il faut faire attention, les 10 prochaines minutes sont importantes. Tes piliers titulaires par exemple sur le terrain, même s'il faut un bon match, ils disent c'est un deuxième match qui commence, donc forcément tu as un peu plus de pression. Tu vois, je trouve que c'est un avantage considérable. Peut-être que ça ne se fera pas toujours. Parce qu'en fait, tu te dis pas, j'ai passé le plus dur, maintenant faut que je tire sur ma lancée. Là, faut que je remonte encore d'un niveau pour tenir face à un truc. Et je trouve qu'ils ont des profils de joueurs, ils ont un avantage, c'est que j'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment choisir quand est-ce qu'ils font leur remplacement. Souvent, en tout cas en équipe de France, parce qu'on n'avait pas forcément cette profondeur-là devant, c'est plus des changements contraints. C'est pas pour prendre l'ascendant que tu fais un remplacement, c'est quand ton titulaire il faiblit un peu. Alors que là, eux, la qualité de leur remplaçant leur permet de justement les faire rentrer quand ils veulent prendre l'ascendant, quand ils veulent prendre le pas sur l'équipe adverse pour complètement changer une dynamique. Et ça change tout dans la stratégie de pouvoir faire rentrer, et même on en a parlé longuement, mais derrière, de pouvoir faire rentrer Pollard quand on estime que c'est le plus... Donc ça leur permet d'avoir finalement toujours un temps d'avance, et après, en face, t'es plus à réaction... Ça, c'est un vrai atout. Ça m'étonnerait pas de voir même un changement dans le banc derrière avec... je sais pas, on peut imaginer une folie, Ham qui rentre à la place de Leroux. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui Leroux pas... Tu vois ? Regardez, j'allais vous le dire. J'allais vous couper parce que nous avons une personne, un de nos collègues qui était dans les tribunes du Stade de France, c'est Nicolas Hugo. Salut Nico, est-ce que tu nous entends déjà ? Ouais, je vous entends très bien. Salut à tous. Salut Nico. J'ai voulu venir parce qu'il y avait Ben O'Keefe qui jouait ce soir, donc je voulais encore intervenir. T'es bien assis ? Ah mais déjà non mais première question, tu me t'as une perche, voilà, t'étais dans les tribunes, on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, apparemment il a été bien accueilli notre ami Ben O'Keefe par les supporters, le Stade de France n'était pas plein mais ça a quand même fait assez de bruit quand il est rentré s'échauffer. Oui, bah bien sûr, effectivement, dès qu'il est rentré s'échauffer, il y a eu une bronca, alors qu'il n'y avait pas grand monde en tribune, mais on n'était même pas encore tout à fait en tribune, on était un peu dans les coursives, et quand on a entendu le bruit, tout le monde s'est précipité pour voir ce qui se passait, c'était Ben O'Keefe qui était à l'entraînement, à l'échauffement, on va dire, et puis ça a été pareil lors de sa présentation officielle, puis après lors de ses premiers coups de sifflet. Bon, après, on a été un peu pris par le match, et donc on a moins entendu les sifflets, mais effectivement, il a fait une prestation, il était attendu, quoi. Peut-être plus que certains joueurs aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de sa dernière action du coup ? Le ralenti a l'air de lui donner raison. On voit une main du pilier gauche anglais qui va 2 fois au sol.
c'est peut-être un peu dur. Certains auraient peut-être mis un coup franc ou auraient fait refaire la mêlée, mais le ballon est introduit. À partir de là, il y a une faute, même si elle n'est pas énormissime du pilier à gauche anglais. Mais effectivement, ça me paraît plus clair, en tout cas, que le contest sur Woki la semaine dernière. Sur c'est l'ensemble, précis, juste sur l'ensemble du match, parce que tu nous disais qu'il était un peu scruté. Sur l'ensemble du match, nous, de notre côté, à la télé, on l'a trouvé plutôt cohérent. Est-ce que c'est le même ressenti dans le stade ? Oui, effectivement, tout ça a été cohérent. Et puis la question a bien sûr été posée à Steve Borswick, vous en doutez bien, ce qu'il avait ressenti en termes d'arbitrage, notamment sur les dernières mêlées, puisque c'est pas la première où ils se font sanctionner. Il y en avait une quelques minutes avant aussi. Ouais, Steve Borswick a rejeté totalement une question, en tout cas n'a pas voulu mettre la faute sur l'arbitrage. Il a senti que la mêlée de son équipe anglaise avait un peu flanché en fin de match, notamment parce que je vous ai entendu parler sur le banc de remplaçant sud-africain, le pilier droit qui est rentré a changé un peu la donne dans ce secteur-là et a martyrisé l'équipe anglaise. Ouais, justement, en conférence de presse, les Anglais, parce qu'on en a parlé au début de l'émission, on a l'impression qu'eux ont quasiment fait le match parfait. Enfin, le match parfait n'existe pas, mais à part 4 mêlées où ils sont dominés, une dernière chandelle de Stewart qui est un peu loupée, il faut le match parfait pour battre ces Sud-Africains. Dans quel état d'esprit ils étaient en conférence de presse, fiers d'eux ou vraiment déçus d'être passés autant à côté, presque plus proches que ce qu'eux-mêmes imaginaient avant le match? Alors, ils étaient forcément déçus, c'était incroyable à voir, mais surtout très fiers d'eux. Ouais. Effectivement, la prestation livrée par l'ensemble de l'équipe, où on les attendait complètement perdus face à l'Afrique du Sud, ils ont été effectivement très contents de leur prestation et du niveau collectif montré ce soir. Farrell a répété plusieurs fois qu'il était très fier de l'équipe, Steve Borswick aussi. Surtout, il a voulu noter, le sélectionneur anglais, que c'était peut-être le début de quelque chose pour l'Angleterre. Il a noté que 7 joueurs anglais avaient moins de 23 ans là, dans le groupe ce soir, alors qu'il n'y avait qu'un seul joueur des moins de 25 ans dans l'équipe sud-africaine. Donc il y a aussi un peu ce manque d'expérience qui a manqué ce soir, mais qui pourrait être une clé de la réussite future de cette équipe anglaise. Il a voulu mettre plutôt cette demi-finale comme un point de départ en fait, pour une nouvelle ère, en tout cas en Angleterre. Tu l'as t'as un peu parlé de lui. Nous, on évoquait tout à l'heure le visage de Farrell qui, pour nous, représentait un peu le visage de cette Angleterre. Il était transcendé pendant le match, presque. C'était plus, il était transporté, quoi. Est-ce que tu as ressenti ça sur le terrain et aussi en conférence de presse, c'est le capitaine. Est-ce qu'il avait le visage, il était obnubilé, quoi? Il était un peu plus calme en conférence de presse que sur le terrain, je te le dis tout de suite. Il est marqué un peu par le combat, fatigué, et puis surtout la frustration, la déception qui ont pris le pas, malgré la fierté. Je pense que c'est un énorme champion et ils ont vraiment cru tenir la victoire, les Anglais. Il n'avait pas le sourire, non. Il était un peu fermé, il a fait quelques réponses un peu évasives, mais surtout en notant ce côté fierté, ce côté on a rendu fier l'Angleterre. On nous attendait pas, on a vraiment beaucoup reconstruit. Ces derniers mois ont été exceptionnels par rapport à notre niveau de jeu du tournoi. Donc, il y avait vraiment cette volonté de montrer qu'il y avait quelque chose qui était né pendant cette Coupe du Monde, surtout. Et puis, bon, vous en parlez de Freddie Stewart. Effectivement, au Stade de France, je ne sais pas si ça s'est vraiment vu à la télé sur les plans larges et tout ça. C'est peut-être l'Anglais qui aurait permis aux 15 de la Rose de l'emporter parce qu'il a été très sollicité par les Sud-Africains et il a toujours réussi à remonter tous les ballons, à inverser la pression et puis jusqu'à la 77e minute et une chandelle, la seule erreur de son match, effectivement, où il fait une chandelle trop courte qu'il n'arrive pas à récupérer et qui donne cette mêlée. C'est assez incroyable parce qu'il avait maintenu l'équipe d'Afrique du Sud dans son camp pendant 77 minutes, n'offrant aucune possession facile aux Sud-Africains comme ça avait été le cas face à la France. Et puis il commet une petite erreur qui a offert cette mêlée aux Sud-Africains. Et pour un petit mot sur Manie Libbok qui est sorti très rapidement, comment tu l'analyses toi ce changement hyper tôt dans le match? On va pas se mentir, bien sûr la question a été posée à Jacques Naber, puis qui a dit tout simplement que il faut savoir reconnaître quand un joueur est pas dedans, ça peut arriver et l'équipe passe avant tout. Et donc aujourd'hui, il n'a pas forcément reconnu qu'il était en grande difficulté, mais il a dit il faut savoir reconnaître quand ça va pas, quand ça tourne pas bien. Et faire des changements. Et il a dit qu'ils avaient déjà effectué ça
souvent pour d'autres joueurs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas titulaire la semaine prochaine. Il a bien dit, c'est un concours de circonstances à un moment M, on va dire. Et donc, on lui a demandé comment l'avait pris le joueur et il dit ça, c'est pas important, il faut mettre nos égos de côté. C'est l'Afrique du Sud qui passe en premier, c'est les box qui sont plus importants que tout. Mais effectivement, c'est carrément un choix dû à une mauvaise prestation, ou en tout cas ce qui est jugé d'être une mauvaise prestation. En fait, ils ont surtout noté que pendant 70 minutes, ils n'avaient pas réussi à s'adapter, les box. Et ils avaient couru derrière cette adaptation. Et Jean Gnaber a tenu à souligner le caractère de son équipe qui a dit quand vous butez, quand vous n'arrivez pas à vous adapter au jeu pendant 70 minutes, vous pouvez lâcher, vous pouvez abdiquer. Et il faut reconnaître, et ça me rend très fier, il a dit que mes joueurs n'ont jamais abdiqué, ils ont toujours cherché à trouver la solution, même si elle n'est arrivée qu'à partir de la 70e minute. Ouais, du coup, les Sud-Africains, pour continuer de parler sur eux, ils étaient plutôt en mode on a le mojo, ça fait 2 fois qu'on gagne d'1 point, ou inquiets parce que leur plan de jeu s'est retrouvé vraiment coincé, quoi. C'était très bizarre comme conférence de presse. On avait l'impression qu'on était à une conférence de presse d'une équipe qui avait perdu presque. Il y avait plus de questions enthousiasmantes ou en tout cas de félicitations presque lors du passage de Steve Borswick et Owen Farrell que lorsque les Sud-Africains sont arrivés. Les questions pour les Sud-Africains, c'était est-ce qu'il ne faut pas changer votre équipe titulaire vu qu'on voit que c'est le banc qui gagne ou est-ce que vous ne pensez pas que vous avez fait une très mauvaise prestation comment vous en êtes sorti? C'était ce genre de questions, donc c'était très particulier. Eux, non, ils ont répondu, ils ont tenté de répondre que c'était leur plan de jeu, que voilà, ils n'allaient pas changer parce que ça veut dire que si on gagne grâce au banc depuis 2 matchs, c'est que ceux qui débutent ont fait le boulot jusqu'à maintenant. Ils ont essayé de garder confiance en ce qu'ils font, effectivement, et ils reconnaissent que jouer moche comme aujourd'hui, ça leur est égal. Ils veulent tout simplement être en finale et c'est la 2e fois consécutive, donc ils sont très très contents d'avoir su trouver les clés et face à une Angleterre qui leur a posé beaucoup de problèmes. Ils l'ont répété plusieurs fois. Et sur Mani Libbok, il a parlé d'ego. Est-ce que la question a été posée à Siya Kolisi quand même? Ça fait 2 fois qu'il sort très tôt. Alors, c'est pas le meilleur Siya Kolisi qu'on a vu depuis le début de sa carrière, donc c'est un peu logique pour certains qui soient rapidement remplacés. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vraiment Rassie Erasmus et Jackie Naber ne font pas de sentiments. Et Benet Sebet, ce soir, il passe à côté, il est remplacé dès la 50e. Pareil pour Siya Kolisi. Est-ce que la question a été posée de cette gestion un peu même des cadres où il n'y a pas de totem d'immunité, t'es mauvais, tu sors et puis on te remplace, quoi? Alors là, la question a été posée par Simon Walzer, notre collègue de Midi Olympique, s'il fallait pas changer un peu les titulaires pour mettre les actuels remplaçants. Et là, Jackie Naber a répondu non, pas du tout. On est très fiers de ce qu'on fait. Le match se gagne à 23 et même. Mais ce qui voulait dire que si on l'entendait presque, il préfère commencer comme ça et remplacer Kolisi à la 30e la semaine prochaine si ça se passe pas bien, quoi. Et Kolisi sort très rapidement depuis 2 matchs. Ils ont réussi à faire sortir Etsebes très rapidement aujourd'hui. Ils préfèrent rester dans cette configuration-là et je pense que c'est peut-être pour ça que notre ami ouvreur qui est sorti très tôt aujourd'hui, j'ai mangé son nom. Mani Libbok pourrait être reconduit la semaine prochaine sans problème, si on a bien compris le discours de Nienaber aujourd'hui. Alors toi, Nico, tu suis la Nouvelle-Zélande, les All Blacks depuis le début de la compétition pour le Midi Olympique. Théophile l'a dit en début d'émission, on a l'impression que les grands gagnants de ce week-end, ce sont les All Blacks qui ont, eux, pu se reposer presque dès la 50e minute face à l'Argentine, faire sortir leur cadre, pour d'autres raisons que les Sud-Africains, pas par manque de qualité sur le terrain, mais pour les reposer, pour certains comme Aaron Smith, tout ça. Est-ce que tu es un peu d'accord? Les Sudaf ont un jour de moins déjà de repos, ont quand même livré un énorme combat contre l'Angleterre jusqu'à la 80e minute. Est-ce que ça peut compter? Est-ce que tu es d'accord pour dire que vraiment les All Blacks ont pris un petit ascendant autant psychologique que physique, où il faut quand même se méfier bien sûr de ces Sud-Africains champions du monde en titre? Ouais, Yann Foster a un peu répondu à la question hier. On lui demandait vous avez un jour de plus de récup, vous avez décidé de finir le match à 14 pour faire reposer presque un joueur à la fin. Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que c'est une énorme différence en préparant la finale? Il a clairement répondu que non, que quand on jouait une finale de Coupe du Monde, vous pouviez avoir 2 jours de repos, vous seriez prêt à la jouer, quoi.
Bon, ça, c'est le discours officiel de Foster qui veut pas trop se mettre dans une position embarrassante, mais je pense quand même que c'est pas tellement le match de ce soir qui va peser pour l'Afrique du Sud. Je pense que c'est l'enchaînement. Ils ont eu 2 matchs difficiles. Et le troisième, on sait que toujours que c'est particulier. On sait que par exemple la France a longtemps pêché dans le tournoi des destination sur le 3e match. C'était redouté l'enchaînement de 3 matchs de très haut niveau. Donc effectivement, on ne peut pas dire que les Blacks aient eu beaucoup à forcer hier par rapport aux Sud-Africains qui ont eux dû jouer 2 très gros matchs de haut niveau, surtout dans l'affrontement frontal aujourd'hui, notamment parce que les conditions climatiques ne permettaient pas de faire de grandes envolées, même s'ils l'ont bien choisi. Je pense que les Blacks auraient mieux joué sous la pluie quand même que. Messieurs, des questions? Non. Dans le chat peut-être? Un joueur peut-être, Nico, à retenir Oui. sur ce match? Ouais, on est remplaçant. Snyman a fait une entrée déterminante. Ouais, le pilier droit, Oxenoche. Ouais, voilà. Etche, c'est magnifique. Bon, Pollard excellent avec son pied. Oui. Mais bon, je vais pas vous mentir, on faisait les notes avec Simon des joueurs. À la fin du match, on s'est regardé parce que les Anglais étaient mieux notés que les Sud-Africains. On va pas se mentir. On avait l'impression qu'ils avaient. En fait, les Anglais ont évolué à 120% de leur capacité, donc on avait l'impression qu'ils faisaient tous d'énormes matchs, alors que les Sud-Africains ont paru un peu plus empruntés, un peu plus dans le dur. Beaucoup de mauvais choix. Je pense qu'on n'a pas vu un seul ballon pour De Allende et Kriel. Je pense que Colby a dû en toucher un en une mi-temps. Donc c'était pas non plus un match pour se mettre vraiment en valeur du côté des Sud-Africains qui étaient bien contrés devant. Je crois que presque l'homme du match pour moi, je le dis, c'est Freddie Stewart avant cette erreur, ou Tom Curry qui a laissé son corps sur la pelouse du Stade de France. C'était incroyable. Il a fait un match, mais c'était un combat de guerrier. Dans ce jeu-là, il est excellent et il a fait un match assez exceptionnel. Nico, juste une question un peu drôle ou pas. On en a souri pendant l'émission aussi. Jesse Kriel, t'en as parlé, le numéro 13 sud-africain. 0 passe, 0 mètres parcourus, seulement 3 plaquages. Non mais quand on est en tribune de presse, on voit. Non mais tu vois, c'est quand tu. Ouais, non, mais quand tu parlais de est-ce que ça va être dur pour les Sud-Africains, moins de récup et tout, j'ai écrit là, je pense que son match, ça va pas beaucoup fatiguer. Ce que je veux dire, c'est que derrière l'écran, tu vois pas les mêmes choses qu'en tribune de presse, c'est normal et encore heureux, mais est-ce que tu as vu un peu de frustration ou vraiment Jesse Kriel, même depuis la tribune de presse, il a été inexistant de par le style de jeu de son équipe qui n'était pas à faire jouer le 13, à envoyer de grandes envolées, voilà, à envoyer de longues passes sautées de 20 mètres. Est-ce que vraiment tu l'as senti déjà transparent toi aussi et du coup un peu frustré ou pas? Pas de frustration, non. Franchement, chez les Sud-Africains, on n'a pas senti qu'ils s'énervaient ou quoi que ce soit pendant le match. Ils étaient plus énervés de ne pas trouver de solution tactique. Donc les joueurs n'ont pas vraiment frustré. Plus à la charnière, bien sûr. On a vu Cobus Reinach un peu s'énerver en première mi-temps et juste avant qu'il sorte. Effectivement, il savait plus trop quoi faire. Mais effectivement, Kriel, après, si on regarde son match sur le plan large, on va dire, il a dû faire quelques montées. Il a fait beaucoup d'allers-retours sur le terrain, quoi. Il n'a pas rien fait non plus. Je veux dire, il a fait un travail de l'ombre. Bon, effectivement, après, je crois qu'on lui a donné 0 ballon. Non, voilà, c'est ça. Vraiment touché 0 ballon. C'est aussi ça, c'est aussi par le style de jeu. La tactique n'était pas à faire jouer les ailiers et le 13. Dernière question, peut-être. Pour rester dans un petit peu décalé, note technique pour la touche de Jamie George. Elle était magnifique. Franchement, celle-là, elle est incroyable. Bon, après, on en rigole, mais à 22 mètres, c'est peut-être presque un tournant du match parce qu'ils étaient quand même dans une bonne période, les Anglais, là, et ils nous ont envoyé une belle pizza. Et il en rate une à 5 mètres après dans le match. Après, on va pas se mentir, je pense que lui aussi a voulu faire une chandelle. Il a vu les 2 demi-ouvertures se faire un beau duel à ce niveau-là. Bon, le problème, c'est que lui, il l'a fait avec les mains. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est une image, on l'a pas mentionné, c'est une des images de la Coupe du Monde quand même, parce que oui, on comprend que le ballon était glissant. Parce qu'il pleuvait. Tu préfères être Jalibert la semaine dernière et rater ta pénale touche comme il l'a faite ou être Jamie George ce soir et rater sa touche? J'ai l'impression que Jamie George c'est plus compréhensible. Non mais en plus Jamie George c'est faux parce que j'avais vu cette semaine sur le TikTok de England Rugby, ils ont mis une vidéo où il touche, il est à 22 mètres, il fait des touches, il touche 8 fois de suite la barre. Et après ça arrive, le ballon il glisse. En match il te sort ça. Le ballon il glisse, le ballon était humide, voilà.
Merci Nico. Bon, merci Franchement, beaucoup. c'était une pluie, ça devait pas se voir à la télé, mais c'était vraiment une pluie fine, mais Intense. Oui, qui était vraiment intense et qui s'est jamais arrêtée pendant le match. Pas facile ce soir quand même, au niveau des conditions climatiques et aussi beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Ouais, c'est vrai que le vent, ça s'est pas trop remarqué. Alors je sais pas qui avait le vent Ouais. dans le dos parce qu'on a l'impression que sur le drop de Farrell par exemple, alors je pense qu'il l'avait dans le dos parce qu'en tout cas on n'a pas remarqué qu'il avait le vent de face. S'il avait de face c'est encore plus fort mais Alors c'était un peu tourbillonnant, hein, surtout au Stade de France, ça s'engouffre un peu partout, c'est difficile, mais effectivement je pense que les Anglais l'avaient dans le dos en seconde mi-temps. D'ailleurs, ça devait être incroyable vivre ce moment-là dans le stade. Si t'es anglais, tu vois le drop de Farrell, c'est Johnny Wilkinson-esque. t'as eu 20 minutes de joie avant la pénalité de Pollard que t'as dû bien voir partir aussi poteau du milieu. Merci Nico d'être passé dans Et l'émission. un truc un peu marrant quand même, je sais pas si vous l'avez signalé, mais c'est qu'on avait presque le public français qui était pour l'Angleterre ce soir quand même. Oui, on ça a arrive vu pas des souvent, personnes. Alors, On a vu des personnes célébrer des points anglais avec le maillot de la France sur les épaules. Il y a certains anciens ou même actuels supporters français, anciens joueurs français qui ont dû hausser les sourcils quand même. il n'y a que Owen Farrell qui s'est fait conspuer par le public lors de l'annonce des équipes, mais sinon, dès que le coup d'envoi a été donné, on avait l'impression que le public français avait choisi son camp. Voilà, et siffler Ben O'Keefe aussi. Donc je pense qu'ils étaient plus contre Ben O'Keefe et contre l'Afrique du Sud, les supporters français, que pour l'Angleterre. Mais bon, merci Nico en tout cas d'être venu. Merci. Nico, bon courage. Et, Ciao et les gars, bon ciao courage. Parce que voilà, il y a un journal à boucler Merci. avant demain soir. Ciao, merci. Bonne soirée. Ciao à tous. Ouais, c'est vrai. Ben, juste pour avant de finir l'émission, si vous avez quelques questions, on y répondra. Mais on a la réponse quand même en termes de sortie de Manny Libok. Ah ouais, Et bon, là, tu vois, c'est- donc vous aviez raison. Jack Lineber c'est n'a une pas trop punition, défendu son joueur. A raison, peut-être aussi, parce qu'on a l'impression que le staff sud-africain fait pas trop du social. Hein, c'est normal, eux ils veulent c'est gagner. un peu dur, je trouve. Après, voilà. Et oui, Ah bah, de toute façon, c'est le monde professionnel. Hein, Ah donc, oui, non, c'est le monde professionnel et je pense que Manny Libok. En fait, il y a l'autre côté aussi, c'est que je vois pas sur quelle action peut s'appuyer Manny Libok pour essayer de déjouer son sélectionneur. Non. Voilà, parce que Si, tu la peux aussi pénalité. dire non mais attends, Regardez, regarde, j'ai fait ça. Non. La pénalité, je l'ai mise. Non, je pense qu'il n'a pas fait grand chose. Donc, rapidement, messieurs, s'il y a quelques questions, sinon on terminera l'émission. Un petit prono, la culture de l'instant pour la finale qui nous attend. Il est Si dur, bien sûr, il n'y a pas de coup dur dans la semaine, il n'y a pas de gros joueurs qui se blessent, tout ça. Est-ce qu'on va chercher Basile pour demander ou... Non, Basile est tranquillement dans la rédaction, il est au chaud, on le cache, on le laisse bien au chaud, ne vous inquiétez pas. Mais il était pas loin d'avoir raison encore Ah, il aujourd'hui, était pas hein. Il avait misé l'Angleterre. Il est fort, il est fort. Voilà, il joue parfois la provoque, mais il a quand même souvent raison. Un prono, la culture de l'instant, voilà, s'il n'y a pas de blessés, si tout ça. J'ai très peur du 15 à 12 là. hein. Ah oui. 15 à 12 pour l'Afrique du Sud, 2 essais de la Nouvelle-Zélande, dont un non transformé, et 15 points au pied de l'Afrique du Sud. Moi, 24 à 18 pour la Nouvelle-Zélande. Ok, donc toi tu vois la Nouvelle-Zélande, et bien moi je rejoins Yanis, parce que je trouve que c'est typiquement la même physionomie qu'en 2019. C'est-à-dire une demi-finale un peu qu'on oubliera vite des Sud-Africains. Donc là, tout le monde va voir les All Blacks gagner parce qu'ils ont battu l'Irlande, ils ont écrasé l'Argentine. Et j'ai bien peur parce que oui, je pense que mon cœur sera néo-zélandais lors de la finale. Parce que bon, je préférais pour le rugby, c'est pas, j'espère ne vexer personne en disant ça, mais J'espère que ça fera pas comme en 2019, puisque la finale de 2019, c'est pas un de mes plus grands souvenirs de Non. suspense dans un match. non, mais je veux dire que pas grand monde voyait l'Afrique du Sud gagner à l'époque. Voilà, par les matchs qu'ils avaient fait avant. Et au final, ils avaient répondu à un champion. Ouais, mais il y avait eu en 2019 surtout l'équipe d'Angleterre qui faisait peur. Oui, mais le Black, c'est Là, les deux équipes ont perdu dans le tournoi. Ce Oui, qui mais- montre- On a deux petites questions dans le chat, Vas-y. si vous voulez, messieurs. Allez, foncez. Alors, la première, vous allez supporter qui en finale? On est un peu dans- J'ai répondu. Moi, c'est pas contre l'Afrique du Sud. Je suis pas le genre de personne qui dit ils ont battu la France, faut pas qu'ils gagnent. Je trouve que pour le rugby, ce serait bien que la Nouvelle-Zélande gagne, parce que sinon on va repartir dans 4 ans. Je vois pas comment on pourra défendre la non-dépossession pendant 4 ans si les Sud-Africains viennent à regagner. Quand tu restes 8 ans sur le toit du monde en produisant ce jeu dans une phase éliminatoire de Coupe du Monde, faudra pas venir se plaindre si la France après on voit que des chandelles et que des coups de pied. Donc, C'est ce qui et puis au final, c'est ce qu'a fait la France pendant 3 ans et ça a marché. Ils ont fait les grands chelems, ils l'ont pas fait en quart de finale, ils ont perdu. Donc pour le rugby, honnêtement, je le redis, j'espère ne vexer personne. C'est pas contre l'Afrique du Sud. J'aurai le cœur un peu noir, tout ça. Et puis il y a plus de joueurs qui me font vibrer. Will Jordan pour le record possible, Hardy Savea, tout ça. Moi, je trouve que on retiendra plus pour l'instant la Nouvelle-Zélande que l'Afrique du Sud dans cette Coupe du Monde. Donc j'espère qu'ils iront au bout. Et puis Samoa Whitlock aussi, pour la France. rajouter quelque chose. Pour la France, puisqu'on est repêché, vu qu'il y a Ben O'Keefe, il y a une. Non, merde, non, ça marche pas. Non, c'est refusé, je crois. Non. Du coup, vraiment, la Nouvelle-Zélande aussi, je pense que c'est un peu un rugby qui nous parle le plus.
Dans le style de jeu, je trouve que c'est une mauvaise pub désolé, c'est une mauvaise pub pour le rugby si l'Afrique du Sud gagne la Coupe du Monde. Et tout simplement pour la légende de la Nouvelle-Zélande, le côté culturel. Oui, le côté Sam Whitelock, 3 Coupes du Monde. Le côté Sam Whitelock, complètement. Enfin, difficile à aller chercher celui-là. C'est 3 Coupes du Monde, difficile à aller chercher. Et puis je trouve aussi, alors ils ont peut-être pas joué les mêmes équipes, mais 2 fois ric-rac, ce serait, voilà, au bout d'un moment, on dit jamais 203, on va nous sortir ça pendant toute la semaine, mais au bout d'un moment, il faut que ça trébuche. Je pense que au bout d'un moment, je ne les vois pas passer comme la Nouvelle-Zélande aussi, sportivement parlant. Sans oublier pour parler sportivement, je ne les vois pas passer. Il y a un côté frisson aussi. Tu préfères que ce soit Faf de Klerk qui soulève la coupe avec Pollard, ou tu préfères que ce soit Mwanga, Rieko Ioane, Savea? Je dis que je les vois pas passer, mais je veux dire pas comme ça. S'ils gagnent, je pense que ce sera pas d'un point. Je les vois gagner la finale. En plus, je l'ai dit comme Yanis. Donc, mais ce sera pas d'un point. Ce sera pas tout à fait la même physionomie de la rencontre. Donc, ouais. Donc cœur néo-zélandais, mais la peur que l'Afrique du Sud l'emporte. Alors il y a une autre question, la dernière mêlée, vous en pensez quoi? Ça j'y réponds assez rapidement. Ouais, Nico y a répondu aussi. Oui, c'est que il n'y a pas grand chose à dire. Oui, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, la faute est liée. Certains diront que c'est un peu sévère et qu'il pourrait mettre bras cassés, mais globalement il n'y a pas grand chose à dire. C'est plus sur la dernière action tout court que sur la. Non, et puis il y a une question. Il n'y a pas grand chose à dire. On disait Jimmy George, il touchait même pas le sol. Pour ajouter quelque chose, si on peut s'éviter 5 jours d'arbitrage, je pense que voilà. Ces demi-finales ont quand même été bien arbitrées, il faut le dire. Il y a la frustration des Français parce qu'il y a eu des erreurs que le rugby a confirmé tout ça. Au bout d'un moment, c'est bon. Là, je pense que voilà. Hier, il n'y avait pas photo. On a déjà assez parlé d'arbitrage depuis une semaine. Il y a une question qui est assez intéressante. Est-ce qu'on peut dire que cette fin de Coupe du Monde nous refroidit fort et elle n'est pas à la hauteur des attentes? C'est Claude Mac 01 qui. Je suis pas d'accord. Si t'es anglais, Coupe du Monde, t'es à fond. Hors supporter en tant qu'observateur. Là, je pense que tu dis ça. Désolé, j'ai oublié ton blaze, ton Claude Mac 01. Claude Mac 01. Tu dis ça parce qu'il y a pas la France, à mon sens. S'il y avait eu la France, tu aurais été hypé, même s'il y avait eu ce match-là fait par la France. C'est juste une question de supporterisme. La Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, moi je suis content de voir ce match en finale. Je manquerais ce match pour rien au monde. La Coupe du Monde en France, on est frustré, mais il ne faut pas non plus faire les mauvais perdants. Il y a eu la frustration contre l'Afrique du Sud, elle restera. Mais puis, même si le match, je peux te dire qu'il n'est pas fou en termes frissons, encore une fois. Là, il y a eu du suspense, on s'est régalé. Oui. Hier, il y a eu des beaux essais. Là, il y a de l'enjeu en plus. Quatrième Coupe du Monde, il y a des records en jeu. Sam Whitelock, Will Jordan. Oui, j'irai voir des diffusions de régaler. Je ne pense pas que je vais penser à Angleterre-Afrique du Sud en premier lieu. Mais non, mais je te laisse mettre de tes propos. Régaler n'est pas le mot non plus. Mais tu préfères l'Angleterre-Afrique du Sud ou c'est comme tout à l'heure? L'Angleterre-Afrique du Sud de Nouvelle-Zélande-Argentine. Oui, ça ne veut pas dire que je me suis régalé ce soir. Je trouve que c'était un jeu au niveau ce soir. Je pense que préférer ce soir, ça veut pas dire qu'on s'est régalé, mais bon, bref. C'est pas grave. Merci, messieurs. C'est moi de couper cette émission. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour la finale, du coup, le samedi soir, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. On va, voilà, le beau visuel. Rugby Rama, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Aaron Smith face à Faf de Klerk. On parle de joueur frisson, Aaron Smith. Ah oui, il a joueur frisson. Mais merci messieurs, merci Baptiste à la régie, merci Clément, Julien et Maxime qui sont dans la rédaction actuellement. On se retrouve toute la semaine déjà avant la finale sur rugbyramamidolympique.fr. Il y a la finale, mais je suis obligé de le dire, après quelques semaines de pause, il y a aussi le top 14 qui est de retour dimanche prochain. On a un petit sourire parce que oui, un petit mot pour Clément, t'en parles, qui avait prédit les Anglais depuis 2 mois et tout. Qui a cru, qui a levé Clément, prépare-toi parce que tu vas être chambré désormais. Qui à la 60e a enlevé son pantalon, l'a remis à la 78e. Bon bref, c'était à vivre. Roue libre. Voilà, donc retour du top 14 aussi, retour de la grande mêlée. Aussi LGM Prono touche à sa fin, mais il faut quand même pronostiquer pour les 2 derniers matchs. La grande mêlée revient, donc jouez-y, on prend toujours autant de plaisir. Merci messieurs. Ciao, Merci bien.